Bonjour à tous. La presse a crié au scandale après la réélection de Cavaillé Guédibril et Marcel Niat Difendi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Messager voit à travers leur énième mandat à la tête du Parlement comme un diktat de l'immobilisme. Le Jour et le quotidien Émergence constatent que ce sont toujours les mêmes à la tête du Parlement camerounais. The Guardian Post affirme à sa une que c'est Paul Biya qui a renouvelé sa confiance à ses octogénaires pour la continuité et la stabilité. Cependant, le président de la République avait pris l'engagement en février 2021 de conduire un processus de transition générationnelle avec des jeunes élus de la nation. Au-delà de la loyauté de ces personnalités, des Camerounais s'interrogent sur ce qui s'apparente à une ère de gérontocratie ayant des conséquences sur la gouvernance au Cameroun. La loyauté au président de la République est-elle un aveu d'assujettissement du Parlement au pouvoir exécutif? À peine réélus, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale peuvent-ils admettre enfin un débat parlementaire sur la crise sociopolitique dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest? Rien n'est moins sûr. De plus, il apparaît dans le cadre de la résolution de la crise anglophone une divergence d'approche entre Yaoundé et Paris. D'un côté, le président camerounais Paul Biya affirme que des réponses appropriées ont déjà été trouvées. Selon le chef de l'État du Cameroun, il y a un retour progressif à la paix et la cohésion sociale, un optimisme que ne partage pas l'un des principaux partenaires du pays. La France estime qu'au regard de la situation préoccupante, il est envisageable d'organiser un dialogue inclusif, y compris avec l'opposition, afin de trouver une issue politique et pacifique à cette crise au Cameroun. Qu'est-ce qui explique ces positions tranchées sur l'évolution et la résolution de la crise anglophone? La France peut-elle convaincre le Cameroun d'organiser un nouveau dialogue plus inclusif? Comment l'opposition peut-elle participer à ce nouveau dialogue, à cette rencontre, alors que de nombreux militants et activistes sont en détention depuis 6 mois, voire 2 ans, accusés de tentatives d'insurrection, de diffamation? Ils sont, selon la société civile, des prisonniers d'opinion politique au regard de leur maintien en détention sur la base d'un dossier judiciaire monté de toutes pièces. Dès lors, d'autres questions se posent. La justice est-elle encore un régulateur social ou agit-elle aux ordres dans le cadre de ces multiples affaires impliquant des militants politiques et des activistes des droits de l'homme? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le secrétaire délégué au MRC chargé des questions des droits de l'homme, Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Céline Noufé, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'être avec nous ce dimanche sur le plateau de droit de réponse. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est avec nous sur le plateau de droit de réponse, Raphaël Ndougou. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric Noufé, bonjour aux co-panélistes, bonjour à votre équipe technique. Si vous voulez bien me permettre de dire bonjour à un jeune Camerounais qui s'appelle Stéphane Lebon Elanga. Bonjour à Thomas Massot et bien évidemment bonjour à mon ami Albert Ndormou, qui est auteur d'un livre qui nous demande, il s'interroge s'il faille qu'on reparte à Fumban pour une deuxième fois, parce que dans son livre nous présente les incongruités de Fumban 1. Je crois qu'au cours de l'édition, on en parlera que parlant des questions anglophones. Vous l'avez dit, Raphaël, sur le plateau de droit de réponse, c'est le conseiller juridique national du SDF qui est avec nous ce dimanche, Maître Moustapha Ngwana. Maître Moustapha Ngwana, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à vos nombreux téléspectateurs, bonjour également à mes co-panélistes. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. J'espère que nous serons à la hauteur des débats et que nous allons pouvoir éclairer nos concitoyens. Merci. Et pour boucler ce panel, il y a l'un des éditorialistes quotidiens, La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia, qui est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Gouffelé, je salue tous les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission Droit de réponse, ainsi que ma sincère affection.
Et d'entrée de jeu avec vous, Maître Désiré Sikati, vous l'avez vécu cette semaine, sans surprise à première vue, Kavaye Guédibril et Marcel Nyat Difendi reconduits au perchoir de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que pour vous, vous faites partie de ces Camerounais qui réagissent après les propos du président de la République, laissant entrevoir un processus de transition générationnelle et de constater qu'il y a des présidents de l'auguste chambre basse du Parlement reconduits depuis près de 29 ans à la tête de cette institution, par exemple? Bon, déjà, je dois avouer que, comme la plupart des Camerounais, je ne suis pas surpris. Parce que ça fait quand même, pour Kavaye Guédibril, 29 ans qu'il est président de l'Assemblée nationale. Nyat Difendi n'a peut-être pas la même longévité, mais il faut quand même reconnaître que sur le plan de l'âge, il n'a plus les moyens de pouvoir assumer sa fonction. Maintenant, il faut aussi être un rêveur que de penser qu'on pourrait rajeunir le paysage, ou bien le régime pourrait rajeunir, alors qu'à la tête de ce régime, on a aussi un président qui, au regard de son âge, n'est pas en mesure de pouvoir accomplir efficacement la fonction à laquelle il est attaché. Donc, on est dans une situation où, malheureusement, s'il n'y a pas un véritable changement de régime et une volonté du régime qui viendra après celui-ci d'impulser une véritable dynamique de rajeunissement de la gouvernance en général. Quand je parle de la gouvernance, il ne s'agit pas seulement de rajeunir les personnes sur le plan physique, mais il s'agit également de rajeunir la façon d'entrevoir la gouvernance. Donc il faut vraiment être un rêveur que de penser qu'on peut commencer le rajeunissement par, disons, peut-être le milieu, en laissant M. Biya, qui lui-même n'est pas jeune. On voit très bien que M. Biya, qui est aussi très âgé, n'est pratiquement plus présent. Il n'est pas là lorsqu'il faut assumer la gouvernance du pays. Et je ne pense pas que quelqu'un qui ne s'imagine pas s'associer aux jeunes pour gouverner puisse passer le pouvoir à ces jeunes-là pendant qu'il est encore là. Donc, il faudrait qu'on envisage la question du rajeunissement de l'administration camerounaise ou bien du gouvernement camerounais et même des hauts dignitaires de la République. Ça doit être une question beaucoup plus globale, voilà, qui doit engager. Parce que on parle aujourd'hui des présidents des deux chambres des parlements, mais vous allez voir que dans plusieurs administrations, c'est pratiquement la même chose. Vous allez voir, par exemple, le Sénamé avait, jusqu'à pas très longtemps, un directeur qui était là depuis pratiquement 30 ans. Donc, 40 ans. Voilà, 40 ans, comme le dit mon voisin. Donc, il faut quand même reconnaître que c'est une mauvaise façon de faire qui s'est incrustée dans les habitudes du régime. Et ce n'est pas pour demain que ça va changer tant que ce régime est là. Donc, je pense que la seule solution, en ce qui me concerne, c'est qu'un véritable régime qui remplacerait celui qui arrive au pouvoir, un régime d'essence populaire. Parce que quand vous avez un régime d'essence populaire, forcément, ce régime est obligé de faire valoir les désirata du peuple. Voilà, si vous avez des gens qui vous élisent parce qu'ils estiment que vous allez donner une place à la jeunesse dans l'administration du pays et que demain ces gens-là se rendent compte que bon, eh bien, c'est une véritable gérontocratie. Vous convenez avec moi que vous avez une véritable démocratie. Ce qui va se passer, c'est que lorsque les élections seront à nouveau annoncées, eh bien, ceux qui n'auront pas fait ce qu'ils avaient promis au peuple en donnant une place notable à la jeunesse dans l'administration du pays vont être mis de côté. Et parlant d'élections, justement, après sa réélection à la tête de l'Assemblée nationale, Edmond Kambia, Kavaye Guédibril a dit merci 6 fois au chef de l'État du Cameroun. D'abord, adresser ses remerciements au chef de l'État en tant que président de la Chambre basse du Parlement. Que faut-il comprendre à travers cette révérence du président de l'Assemblée nationale au chef de l'État du Cameroun? Cédric Moufele, il faut savoir que la réaction du président de l'Assemblée nationale ne surprend guère. Et ce n'est pas la première fois qu'il réagit de cette façon. Vous savez qu'il est en poste à la tête de l'Assemblée nationale depuis 29 ans. Comme député de la nation, il est en fonction depuis 50 ans. C'est dire tout le sens, la révérence vis-à-vis du président de la République, mais aussi et surtout vis-à-vis du président national du RDPC, le parti au pouvoir. Rappelez-vous, il a dit « Je remercie le chef de l'État
le président de la République de m'avoir investi à cette fonction. Ce qui surprend surtout, c'est qu'il dit, comme vous l'avez souligné, 6 fois merci au président de la République, mais il n'a pratiquement aucun mot vis-à-vis de ceux qui ont voté pour lui. Parce que les députés du RDPC ont majoritairement voté pour lui. Il lui était séant, bien séant, de dire merci aussi à ceux qui ont voté pour lui, puisqu'il y a eu des bulletins nuls et autres. Mais il n'a pensé qu'au président de la République qui l'a de nouveau investi. Mais il faut y voir également ce que vous avez indiqué au début de votre propos, la gérontocratie. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où les principales fonctions sont exercées par des personnages qui ont 80 ans ou plus. La majorité des principales fonctions au Cameroun sont exercées par des personnalités qui ont un âge supérieur ou égal à 80 ans. Et le tout premier, c'est le président de la République lui-même. Et voyez-vous, les autres fonctions qui suivent immédiatement dans l'ordre protocolaire, c'est le président du Sénat, qui est dans le même registre, plus de 80 ans. C'est le président de l'Assemblée nationale dont on parle, qui est également dans ce même sillage. Si on devrait continuer, on devait citer également dans le même registre le président du Conseil constitutionnel, citer le président du Conseil économique et social. Ils sont si nombreux. Si bien qu'on se demande finalement, quand le chef de l'État parle de la transition générationnelle, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de préserver les principales fonctions aux personnes les plus âgées, comme ce fut le cas dans l'ancienne Union soviétique? Parce que même la Russie d'aujourd'hui n'est pas dirigée par des gens de plus de 80 ans. Elle est dirigée par des gens qui ont moins de 70 ans. Quand Poutine a pris le pouvoir, il était très jeune. Quand Boris Yeltsin lui a laissé le pouvoir, il était très jeune. C'est vrai qu'il a fait 20 ans, presque 20 ans pratiquement au pouvoir, mais il a eu le temps de mettre en place des gouvernements dirigés par des jeunes qui font en sorte que la Russie n'est plus celle des gérontocrates. Finalement, je me demande, le Cameroun imite encore quel autre pays dans le monde qui est gouverné par des gérontocrates? Même les plus grandes nations du monde. C'est une exception de voir un président qui a 70 ans. J'ai dit dans les grandes nations du monde. Aujourd'hui, les grandes puissances, comme la France, avec Macron, regardez en Grande-Bretagne, regardez dans plusieurs autres pays à travers le monde. Il y a eu Barack Obama. Certes, il y a une petite exception aujourd'hui, mais on peut le comprendre aux États-Unis avec Joe Biden, qui a fait ses preuves au sein du Sénat, du Congrès américain, qui se retrouve à cet âge-là, septuagénaire, à cette fonction. Mais il a pris la peine d'avoir une vice-présidente jeune qui à tout moment peut le remplacer. Et c'est un signe fort. Au Cameroun, si on devait réfléchir sur la personne qui peut remplacer constitutionnellement le président de la République, mais cette personne est aussi vieux que lui. Nous sommes dans un gouvernement caractérisé par la domination des vieillards. Et c'est en contradiction profonde avec toutes les mesures, les circulaires, les messages du président Paul Biya lui-même, qui dans sa propre formation politique demande à tous les responsables de donner priorité aux femmes et aux jeunes. Mais il fait exactement le contraire. C'est pour vous dire, M. Noufélé, que Cavaillé Yégué, il sait de quoi il parle. Donc la révérence a un sens. Mais le président de l'Assemblée nationale estime que son maintien à la tête du Parlement, du moins de la Chambre basse du Parlement, est un signe de loyauté envers le chef de l'État. Comment vous comprenez cette loyauté, Edmond Kambia? Oui, il faut le comprendre dans plusieurs sens. Loyauté, dans le sens de la fidélité au président de la République qui incarne les institutions. Loyauté quand il a fallu, à des moments importants de l'histoire de ce pays, réviser la constitution du Cameroun, c'est-à-dire, je cite le tout dernier en date, le tout dernier mouvement qui a fait en sorte que la constitution perde la limitation du mandat. En 2008, Cavaillé Yégué, avec les députés du RDPC, ont posé un acte de loyauté, c'est-à-dire en validant la modification de la constitutionnelle qui permettait de déverrouiller une disposition constitutionnelle qui a fait l'objet d'un consensus politique entre le parti au pouvoir et l'opposition. Donc il faut voir dans cette loyauté la fidélité au président de la République, surtout à des moments où
le régime était en péril, où il a, je dirais, entre guillemets, sauvé le régime, comme dans le déverrouillage du veto sur la limitation du mandat, qui a fait beaucoup de mal à ce pays, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la Constitution est devenue comme un torchon, ou alors un objet si souple qu'on se demande comment est-ce que le Cameroun, que Paul Biya veut insérer dans les régimes démocratiques du monde, va véritablement être un régime démocratique. À partir du moment où la Constitution est régulièrement retouchée dans un sens qui lui est favorable, comme du reste toutes les autres lois, y compris la loi, le code électoral et toutes les autres lois qui nécessitent et sujet à l'opposition à la société civile un nécessaire nettoyage. Après vous, Edmond, Maître Moustapha Ngouana, cette réélection du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat apparaît aux yeux de certains analystes comme des signes de stabilité et de continuité qui seraient les clés qui auraient conduit à leur maintien à la tête de ces institutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils sont très loin du compte. Lorsque les gens parlent de stabilité, en réalité, ce qui se joue, là, c'est la transition, c'est l'après-Biya qui se joue. Ceux qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui ont tout intérêt à ce que les personnes devant organiser la transition soient des personnes qui sont essentiellement manipulables. Des personnes qui n'ont pas la force de pouvoir dire non. Parce que voyez-vous, avec tout le respect que j'ai pour la carrière de ces personnes-là qui, à leur manière, ont tout donné, même si elles ont mal donné au Cameroun, il faut se dire que si le président Paul Biya devait nous quitter prématurément, est-ce que, légitimement, vous croyez que le président du Sénat est à même de pouvoir organiser les élections dans le délai de 40 jours? Est-ce que vous croyez que le président du Sénat peut le faire? Pourquoi vous doutez de ses capacités? Je n'ai pas besoin de douter de ses capacités. Il y a des choses qui tombent sous le sens. Ça se voit qu'il est perclus par l'âge, perclus par la maladie. Ce n'est pas une insulte que de le dire. Je n'aime pas citer les scènes d'écriture, mais il est dit dans le Psaume 90, verset 10. Le temps de nos jours dure 70 ans, pour les plus robustes, c'est 80 ans. Donc quand un homme vit au-delà de 70 ans, il est plus proche de la fin de sa vie que du début de sa vie. Donc c'est normal, aujourd'hui, je comprends que c'est normal qu'une personne comme celle-là, c'est un patriarche, qu'on l'encadre, on évite qu'il tombe lorsqu'il est en train de marcher et tout. Nous avons vu comment ça s'est passé avec Juncker à l'Union européenne, où les gens le soutenaient, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions penser à l'inscription de notre pays dans la postérité. Les gens sont là, ils ont des fonctions, mais ils ne les assument pas du tout. 29 ans, comme vous avez dit à la tête de l'Assemblée nationale, aucune proposition de loi. En 29 ans. Donc le Parlement n'a pas sécrété la moindre proposition de loi. Le Parlement n'intervient pas dans la vie de la nation. En réalité, quand on dit l'instabilité, en réalité, c'est une volonté de stagnation. C'est une volonté d'immobilisme exacerbé, dont le but est de paralyser le fonctionnement des institutions. Dites-vous, peut-être que c'est rébarbatif de le dire. Si vous fermez les yeux aujourd'hui à Niat et qu'on dit peut-être qu'on va prendre, vous l'appelez Kavaïege, lequel des deux? Même s'ils n'ont plus les capacités intellectuelles, ils n'ont plus les capacités physiques. Et ce n'est pas une insulte que de le dire. Nous aimerions également pouvoir un jour vieillir comme ces personnes-là. C'est une grâce que de vieillir. Mais aujourd'hui, ces fonctions sont pour eux un supplice. Je doute fort que le président Kavaï, avec toute la volonté, toute la force qui a pu être la sienne et toute l'expérience qui est sienne, il puisse aujourd'hui rédiger un discours et le lire debout pendant 1 heure ou 2 heures. C'est difficile. Ne parlons pas du président du Sénat, qui est moins jeune que le président de la République d'une seule année, parce que je crois qu'il est né en 1934. Vous comprenez donc que c'est une situation qui n'a rien à voir avec la stabilité, mais l'enjeu véritable, c'est de contrôler la transition politique. Et il faudrait que les gens puissent le dénoter. Et ceux qui sont les apparatchiks du pouvoir, s'arrangent à ce qu'ils soient maintenus. Parce que si demain, là, comme je l'ai dit, on dit que le pouvoir n'est pas là, on peut le prendre, on le met à l'écart. Et ça peut se faire d'un tour de bras. Et c'est ce qui est en train de s'organiser là. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, vous entendez, on vous parle des mouvements des franquistes et tout ça et autres. Mais il faut vous dire que le Cameroun n'est ni le Gabon, le Cameroun n'est pas le Togo, le Cameroun n'est pas tous ces pays-là où on a tout accepté. Le Cameroun est un pays complexe, est un pays multiple, est un pays exceptionnellement divers et diffus même. Donc il faut que les gens le sachent. Ils sont en train de mettre sur pied
les métastases qui vont finir par détruire la nation, détruire la République. On ne peut pas dire une chose, ça c'est devenu un slogan. Le président Paul Biya, chaque fois qu'il dit une chose, il fait très souvent le contraire. Et on peut pas continuer comme ça. On dit qu'on veut donner la possibilité aux jeunes, mais on se rend compte que dans un gouvernement, il n'y a pas un seul jeune. Tout le monde est perclus par l'âge. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un certain âge. Même vous qui êtes autour de moi sur le plateau, vous ne lacez pas vos chaussures avec la même dextérité qu'il y a 10 ou 15 ans. Et c'est normal. Et il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, au lieu d'accepter l'humiliation, eux-mêmes ils peuvent dire je suis dépassé par les événements, c'est bon. Et si on a besoin d'un citoyen de l'extrême nord pour le remplacer, comme c'est très souvent le cas avec le jeu de chaises musicales, on va en trouver. Si on a besoin de quelqu'un de la région de l'Ouest pour remplacer Niat, on trouvera. Et même des autres régions du Cameroun, donc ils ne sont pas les seuls. Il faudrait qu'on puisse arrêter avec ce triste spectacle qui fait honte à la République. Ces personnes-là ont tout donné à notre pays à leur manière. Peut-être que ce n'a pas été ce que nous attendions d'eux. Mais aujourd'hui, ils ont droit au repos. C'est ce que je voulais dire. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Raphaël Ndougou. Pourquoi maintenir Kavaye Guédibril et Marcel Niat Difendi? Pourtant, pour le cas de Kavaye, il a déjà passé 29 ans à la tête de l'Assemblée nationale et un demi-siècle en tant que député élu de la nation. C'est-à-dire au-delà de la discipline du parti, de la recommandation, si vous voulez, le respect de ce que j'appelle discipline du parti. Donc, quand on va au vote, on dit consigne de vote, voilà. Au-delà de ça, si les personnalités choisies sont encore physiquement debout, on est donc à même de dire, ok, allons respecter les consignes de vote. Mais le spectacle que nous avons, si vous voulez, la vidéo qui circule parlant du président du Sénat, ça n'honore pas notre pays, ça n'honore même pas l'Afrique, ça n'honore pas des Camerounais que nous sommes. Pour la simple raison que, et là je partage l'avis de Maître Moustapha, parce que quand on est fatigué, on peut dire au chef, écoutez, Monsieur le Président, merci de m'avoir encore une fois choisi, mais je pense qu'au regard du poids de mon âge et ce que j'ai déjà donné pour mon pays sur le plan administratif, je pense qu'il est nécessaire de choisir quelqu'un qui peut continuer le travail. Au besoin même, il peut faire une proposition d'un jeune ou alors d'une personnalité ou d'autres élus de la Chambre. Mais force est de constater que c'est comme s'ils sont obligés, c'est comme si ils sont attachés, c'est comme si sans eux, ça ne peut pas avancer. Honnêtement, si on accepte ça, ça veut dire qu'on fait la roublardise. Et je peux vous dire que quand le président demande aux jeunes d'oser, effectivement, même les jeunes députés et sénateurs qui sont dans les deux chambres peuvent oser à partir de là. Au-delà des consignes de vote. Comment est-ce que le président soit au courant que quelque chose se sont levés pour dire je suis candidat à cette élection, même si les votants ne vont pas voter cela. Mais au moins qu'on voit quand même qu'ils ont osé. Nous pensons que tout va venir, la manne viendra du ciel parce qu'on est dans le parti RDPC ou bien dans les autres partis. Non! Si des jeunes restent bouche bouclée, ils vont voter eux-mêmes. Pourtant, ils brûlent dans leur cœur. Pourtant, ils font comme l'autruche qui soulève le derrière et cache la tête. Quand vous causez avec certains jeunes, ils vont vous dire que vraiment, nous, on est fatigués avec les pères là, parfois ils dorment, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut pour se réveiller? On sait qu'à l'Assemblée nationale, suivre l'action gouvernementale, c'est légiférer les lois. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui sont à même de nous faire de très bonnes lois pour que le pays avance. Donc je crois que ces événements qu'on a vécu là, vraiment personne n'a rien contre des aînés. On dit même d'ailleurs que quand un papa s'en va, il aimerait voir ses enfants émerger, ses enfants faire comme lui. Alors si je suis député aujourd'hui et que je prends la route pour aller à Banganté, consulter le patriarche M. Niat Difendi, aller à l'ESM consulter le patriarche Kavaye Guédibril pour avoir des notions, pour comprendre ce que cela veut dire, c'est une bonne chose. Mais s'ils veulent fermer les yeux étant là, ils vont donc laisser quoi la jeune génération? Je dis que quand vous êtes un père, vous aimeriez voir votre fils avancer. Vous n'allez pas tout prendre et votre fils se débrouiller quand vous êtes déjà parti. C'est ce qu'on dit dans mon village, que quand l'éléphant s'avance, vous voyez des traces de l'éléphant quand il s'avance.
Comment comprendre que nos papas n'arrivent pas à dire au président Paul Biya, nous sommes fatigués, nous avons des maladies, c'est normal. C'est d'ailleurs une grâce d'atteindre un certain âge. C'est d'ailleurs une grâce d'avoir servi son pays. Mais maintenant, est-ce qu'on va laisser ce pays-là dans ces conditions? Moi, je m'adresse... Oui, allez-y. Je m'adresse aux jeunes élus qui doivent prendre le destin en main. Ils ont été votés pour 2 ans. Il faut réfléchir maintenant comment faire pour les remplacer. Et puis il y a une certaine préoccupation qui n'est pas les moindres. Nous avons 2 chambres. Nous avons les revendications d'Alonozo. Parmi les revendications d'Alonozo, ces gens-là disaient comment comprendre qu'un francophone est à la tête de l'État, 2e personnalité un francophone, 3e personnalité un francophone, et puis va alors la 4e personnalité. On aurait dû, de manière aussi simple, dire ok, peut-être à l'Assemblée nationale en 3e personnalité, on choisit un député de ce côté-là. Dieu sait combien ils sont là-bas. On a un jeune comme honorable Ngala Djera. Est-ce qu'il n'est pas capable d'être président de l'Assemblée nationale? Juste pour quand même essayer de calmer davantage et pour qu'on arrive justement à un cessez-le-feu total dans ces régions. Alors vous parlez justement des changements à la tête de ces différentes institutions parlementaires. Est-ce que le maintien de Kavaye Guédibril et de Marcel Niat Dufendi est un agenda pour l'après-Biya, comme l'a pensé Maître Moustapha Ngwana? Au Cameroun aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est justement dans ce sillage-là. C'est-à-dire que l'après-Biya se joue, comme on dit au quartier, au couteau. Vous n'avez qu'à voir comment les groupes se forment. Vous n'avez qu'à voir. Donc, honnêtement, est-ce que ces personnalités-là, donc, comme Maître vous disait tout à l'heure, est-ce que ces personnalités-là sont là juste comme des marionnettes? Je ne pense pas. Il vaut mieux qu'on nous mette des personnalités parce que le Cameroun doit avancer. Le président encore, la personne n'a la clé, je ne sais pas trop, où on sait que bientôt peut-être il va partir. Non, le président encore là. Si on s'en tient à son mandat, c'est juste en 2025. Entre-temps, il nous faut des bonnes lois. Entre-temps, il nous faut vivre. Il faut que les conditions de vie des Camerounais changent. Est-ce que nos députés véritablement descendent sur le terrain pour aller véritablement voir ce que le gouvernement fait, cette action du gouvernement à travers des projets? Est-ce que nos députés sont suffisamment entourés avec des zones de droit, avec des économistes, pour ce que l'on appelle vulgairement le cabinet parlementaire? Est-ce que nos députés, je voudrais voir le cabinet parlementaire de Douala et les autres villes afficher cabinet parlementaire honorable X, avec justement des personnalités qui peuvent accompagner cet honorable en réflexion et en termes de projet. Mais non, quand on fait ça, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on dit consigne de vote, tout de suite, le député cherche les marchés en longueur de journée. Entre-temps, les populations en souffrent. Est-ce que réellement on a la culture dans nos partis politiques, ce qu'on appelait à l'UPC à l'époque, l'école des cadres, où quand on est investi député, on connaît son rôle. On sait ce qu'on a à faire. Quand on est investi conseil municipal, on sait ce qu'on a à faire. Ça nous renvoie encore dans nos partis politiques pour dire non, il faut qu'on change la donne dans l'avenir. Pour justement essayer d'investir des personnalités capables, maîtrisant ce qu'on appelle le rôle d'un député, maîtrisant le rôle d'un conseiller municipal. Parce que justement aujourd'hui, lorsqu'on choisit des personnalités parachutes, quelquefois au nom de relations, et que peut-être la base ne maîtrise même pas. Vous ne pouvez pas être un député élu du peuple. Vous avez votre voiture vite fumée. On ne sait même pas que voici notre élu du peuple qui passe. Vous devez peut-être baisser même la vitre pour qu'on sache que voilà l'honorable X, voilà sénateur Y. Parce que vous êtes là pour les populations. Donc je crois que sur le plan de l'âge, véritablement je suis un bantou, j'ai du respect pour les aînés, j'ai du respect pour les parents. Mais à un moment donné, il ne faut pas que les parents nous amènent à dire des choses qui vont dans le sens de manquer du respect. Quand vous parlez de 51 ans, d'assemblée de M. Kavaye, le très honorable. Ça veut donc dire que pour celui qui est né cette année-là, dans 3 ans ou 4 ans, il va aller en retraite administrative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes né, vous allez à l'école, vous avez même commencé à travailler. Ce monsieur était là. Non, ne serait-ce que pour l'élégance. Je crois qu'il vaut mieux qu'eux-mêmes disent au président Biya, Monsieur le Président, nous avons déjà beaucoup donné. Nous pensons que vous pouvez faire confiance à ceci. Nous vous faisons cette proposition. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire que ça aussi, la jeunesse doit subir cela. Parce que la jeunesse ne doit pas attendre tout du Seigneur Jésus-Christ. Je parle maintenant de la jeunesse de tous les partis politiques confondus. Parce que j'ai souvent dit cela en offre à mes amis que j'ai, par exemple, au MRC. J'ai souvent dit à mes amis, ouais, Seigneur, pourquoi avoir
abandonner l'élection législative et municipale. Pour la simple raison que si le MSS partait dans l'affaire là, il pouvait s'en sortir au moins avec un groupe parlementaire. De telle manière quand même qu'avec les autres députés qui sont là-bas, qu'on suive quand même que ça bouge. Nous voyons, par les petits écrans, ce qui se passe ailleurs. Comment l'Assemblée se bouillonne. Parce que quand c'est l'Assemblée qui est justement ce que tout le monde appelle la majorité obèse, du coup, on dit l'aide-motif, on vote pour tel, tout le monde vote et puis on passe dessus. On ne sent pas l'échauffement des élus, les gens qui viennent défendre le peuple. Donc nous pensons que peut-être dans l'avenir, il va falloir que les jeunes des partis politiques disent que non, aujourd'hui, nous avons déjà 40 ans. En 2025, on aura 44 ans, et ainsi de suite. Pour des jeunes qui sont dans ces partis politiques. Est-ce qu'on va toujours accepter que ce soit les mêmes qui reviennent, que les mêmes qui soient investis dans les partis politiques confondus? Je pense que cette affaire-ci doit servir de leçon à la jeunesse camerounaise tout entière. Après vous, Raphaël, Maître Désiré Sikati, quelles sont les conséquences de ce maintien, ce statu quo à la tête des institutions du Cameroun? Pensez-vous qu'il y a un agenda caché à travers ce maintien de ces personnalités-là, malgré leur état de santé? Ben, je vais bien sûr répondre à votre question, M. Nofeli, mais je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que M. Ndougou a dit en tant que représentant du RDPC, parce qu'à l'écouter, j'ai l'impression qu'il faut mettre toute la responsabilité de cette gérontocratie-là sur des députés qui ne prennent pas leurs responsabilités. Cette façon de voir, en même temps que je suis d'accord avec lui que bon, il y a un véritable problème au niveau du rajeunissement dans le régime, la perception du rajeunissement. Et je pense qu'on ne peut pas faire le reproche à des députés qui sont pratiquement nommés. Je ne veux pas dire investis, parce que si vous avez des députés qui sont pratiquement nommés de façon assez pas équitable par la hiérarchie du parti, vous ne pouvez pas demander à ces genres de députés-là d'être des députés frondeurs, des députés rebelles, des gens qui peuvent prendre la responsabilité d'aller contre la directive du parti qui est contraire aux valeurs, aux principes même de la démocratie. Vous ne pouvez pas leur demander de faire ça. En même temps, quand je l'écoute dire que M. Niad aurait dû dire à M. Biya qu'il se sent âgé, trop âgé, et qu'il ne peut plus être président du Sénat, ben, j'ai envie de dire, M. Biya va lui répondre, et moi qui suis plus âgé que toi, je suis encore aux affaires, pourquoi est-ce que tu peux te permettre de te retirer alors que moi je te montre qu'étant vieux, on peut travailler? Donc c'est pourquoi je dis, le problème, il n'est pas au niveau de... On ne peut pas le prendre de cette façon-là. Le problème, c'est un problème global. Et c'est M. Biya qui est en fait l'exemple type de cette gérontocratie. C'est lui qui implémente la gérontocratie. Si nous voulons que chez nous, que ça parte, que le rajeunissement de notre système soit effectif, il faut partir de M. Biya. Tant que M. Biya sera là après ses 90 ans, mais je ne vois pas de quel droit, je pense que vous allez dire que Niad va dire que lui se sent, il est fatigué et qu'il veut se retirer. Donc c'est un problème beaucoup plus global. Vous parliez tout à l'heure des conséquences, mais attendez, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'activité parlementaire, que ce soit au niveau du Sénat ou bien au niveau de l'Assemblée nationale, on voit très bien que nous avons un Parlement qui est essentiellement une chambre d'enregistrement. Les députés ne jouent pas leur rôle. Les députés ne sont pas capables, ne serait-ce que de créer une commission d'enquête parlementaire sur les différentes crises que le Cameroun connaît. Nous voyons bien que dans le cadre de la crise anglophone, on a eu plusieurs situations où, si on avait un Parlement avec des députés vraiment indépendants d'esprit, ils auraient mis sur pied un mécanisme de création d'une commission parlementaire. On a vu, par exemple, Garbou, où le rapport de la commission d'enquête, on voit bien que certains hauts gradés de l'armée sont mis à l'écart dans le rapport de la commission d'enquête et que c'est quelques marionnettes de simples soldats qui, bien entendu, étaient sur le terrain des exactions, qui sont poursuivis devant le tribunal militaire. Si on avait des députés capables de s'assumer, on n'en serait pas là. Donc, je pense, c'est pourquoi moi, j'estime qu'il faut voir cette question sur un angle beaucoup plus global. Parce que la question de la gérontocratie au Cameroun, il n'y a pas une question qu'on doit analyser en se limitant essentiellement à l'activité parlementaire ou bien à ceux qui chapeautent les deux chambres parlementaires. Il faut voir ça de façon globale. Mais à côté de ça, même si, quand vous regardez le régime de M. Biya, même certains jeunes qui sont membres de son régime ne vous donnent pas l'impression de percevoir les choses ou bien de travailler dans le sens où qui reflèterait la jeunesse qu'eux-mêmes y représentent. Quand vous voyez par exemple qu'aujourd'hui on a un ministre de la santé publique qui est supposé être le porte-parole de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun, mais qu'on voit quand même dans les vidéos en train de s'adonner à des fêtes mondaines où des femmes dansent en tournant les fesses devant son visage. Mais ce ministre, il est jeune. Je pense qu'il doit avoir la quarantaine.
Et vous pensez qu'il est différent qu'un membre du gouvernement ou bien un président du Sénat qui est sénile et qui ne peut plus travailler, qui ne sait même pas percevoir ce qu'on appelle les mesures barrières pour se protéger contre la pandémie. Donc moi j'estime que prendre la question du rajeunissement, peut-être des présidents de 2 chambres parlementaires, là, prendre ça sur un angle qui concerne seulement ces chambres-là, ce n'est pas trouver une solution au problème camerounais. Vous voyez, pour moi, j'estime que le problème, il est global. Par exemple, M. Ndougou parlait tout à l'heure de ces jeunes qui doivent prendre leurs responsabilités, même au sein des partis politiques. Ben, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais sauf que vous ne pouvez pas avoir des partis politiques qui sont capables de donner la place qu'il faut aux jeunes, alors que le parti qui gouverne a une autre orientation, c'est-à-dire l'orientation gérontocrate. C'est cette orientation-là qui va malheureusement se présenter comme la référence que tous les autres partis politiques vont suivre. Malheureusement, c'est ça. Mais je dis, si dans notre pays, nous voulons envisager les choses autrement, il faut commencer par se dire que la présidence de la République, c'est le lieu par excellence où nous devons avoir quelqu'un d'un âge raisonnable, quelqu'un capable, quand je dis un âge raisonnable, c'est-à-dire quelqu'un qui, sur le plan physique, est capable de travailler, qui, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, est capable de lire les dossiers, de contrôler l'activité gouvernementale, d'organiser des conseils ministériels. D'ailleurs, quand on parle de conseil ministériel, vous vous souvenez que la dernière fois où M. Biya présidait un conseil de ministres au Cameroun, ça doit dater de peut-être de 3-4 ans. Alors qu'en principe, c'est lui qui doit donner une feuille de route à chacun de ses ministres à partir du moment où c'est lui, en tant que président de la République, qui s'estime avoir été élu sur la base, voilà, d'un programme politique qu'il a présenté aux Camerounais. Mais on sait tous qu'en 2011, par exemple, lorsqu'il a été élu, il a demandé à chaque ministre de faire sa feuille de route. Ça veut dire qu'en fait, on est rentré dans une sorte de cacophonie où le président de la République dit de façon implicite qu'il se met en retrait et il donne la possibilité à chaque membre du gouvernement de travailler à sa façon. Voilà le problème auquel on est confronté. Et à côté de ça, je pense que les jeunes aussi, parce que quand on parle de jeunes, nous ne pouvons pas parler des jeunes qui sont du côté de l'opposition aujourd'hui, en les mettant dans le même sens de la perception que les jeunes qui sont du côté du RDPC. Beaucoup de jeunes qui sont du côté du régime, c'est des jeunes qui estiment qu'il faut plutôt profiter de la situation, s'appuyer sur ces jeunes-là, sur ces vieux, comme des béquilles, pour se donner une petite place au soleil. Ce n'est pas des jeunes qui perçoivent la question en termes de changement, en termes de remplacement des vieux qui ne sont plus capables de travailler par des jeunes. Le discours que nous tenons ici, vous allez voir, est-ce que dans le RDPC, vous entendrez des gens parler de ça publiquement? Non, ça n'arrivera pas. Et je suis même surpris que M. Ndougou qui présente la question de cette façon-là. Parce que, voyez-vous, oui, je suis surpris qu'il présente la question de cette façon. Allez dans les milieux du RDPC. Tous ceux qui vont parler de cette question de rajeunissement, de la même façon que M. Ndougou vont parler sous cap. Sous cap. Aujourd'hui, au sein du Parlement, vous avez des députés du RDPC qui sont jeunes ou supposés être jeunes. Mais donnez-moi un seul député qui s'est mis à l'écart pour dénoncer le fait qu'on impose aux parlementaires du RDPC de voter obligatoirement, sans pouvoir discriminer le candidat qui est présenté par le comité central. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Niat remercie Paul Biya, c'est parce qu'il sait que les députés qui sont, ou bien les sénateurs, ne sont que des marionnettes. Et ce qui est valable pour l'élection de Niat Difendi est également valable pour l'élection de Kavaye Djibril. C'est M. Biya qui dit, c'est tel qui doit être président du Sénat. C'est un tel qui doit être président de l'Assemblée nationale. Et si vous êtes, et puis quand on regarde un peu l'histoire politique, on sait que chaque fois, que même au sein du régime, on a eu un député contestataire, frondeur, dans la législature qui est venue après, ou bien l'élection qui est venue ensuite pour renouveler les membres du Parlement, il n'a pas été investi. Vous connaissez très bien le cas du député Oyono du Sud. Vous connaissez très bien ça. Il y a également Adama Moudi dans le Grand Nord. Donc il faut quand même se dire qu'à un certain moment, on ne peut pas. Les changements parcellaires, quand il dit changement parcellaire, c'est-à-dire on va dans un régime, on impulse une dynamique de changement sur un angle précis, que ça puisse impacter de façon générale sur la politique globale de la nation. Ce n'est pas les changements parcellaires qui vont aider le Cameroun à avancer. Il faut un changement global qui, à mon avis, devrait commencer par le sommet. Edmond Kamgia, quelles sont pour vous, de votre point de vue, les conséquences de ce diktat de l'immobilisme dans les institutions camerounaises, notamment au Parlement? Les conséquences sont nombreuses. Vous savez, et la principale conséquence, c'est la procrastination
C'est-à-dire le Cameroun marque les pas sur place quand il ne recule pas. Parce que le Cameroun n'avance pas du tout. Depuis les années 90, nous n'avançons pas dans beaucoup de secteurs, à commencer par les secteurs économiques. Depuis l'accession de Paul Biya au pouvoir, le 6 novembre 82, il avait 49 ans. J'ai dit Paul Biya avait 49 ans lorsqu'il a accédé au pouvoir. Vous pensez qu'au Cameroun, il est impossible de trouver un autre Camerounais de 49 ans, candidat à la présidence, qui gagne les élections? C'est possible. Mais il faut que les règles électorales, les règles du jeu électoral soient claires. C'est la raison pour laquelle les formations politiques, de l'opposition notamment, et la société civile, estiment qu'il faut un nettoyage du système électoral. Mais je vais répondre à votre question. Parce que les conséquences, je dis, c'est la procrastination. Le Cameroun marque les pas sur place. Voyez-vous, nous étions un pays à revenu intermédiaire lorsque Paul Biya accédait au pouvoir. Nous sommes passés d'un pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre, très endetté. Et je peux vous dire que ce pays pauvre, très endetté, est en train de s'endetter encore davantage. Sera plus pauvre que jamais si la même gouvernance persiste. C'est-à-dire que si le même régime est au pouvoir et continue à gouverner tel quel, nous serons encore plus pauvres. Puisqu'on le voit dans la gestion, par exemple, de la canne. Comment l'argent a été utilisé, a été détourné. Comment il n'y a jamais eu de compte rendu. Pas de comptabilité. Tout est flou. Et la canne, on va bientôt l'organiser, mais sans avoir aucun détail sur les sommes qui ont été effectivement déboursées et comment ça a été déboursé pour la construction des stades. Donc, sur le plan économique et financier, les conséquences sont graves parce que justement, les parlementaires sont incapables, n'est-ce pas, d'exiger, de faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour savoir exactement ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui pour qu'il y ait glissement de la canne. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les parlementaires sont dans l'incapacité depuis 4 ans de faire en sorte que dans l'agenda du Parlement, il y ait l'inscription de la crise anglophone qui n'a cessé de faire des morts. Des morts par milliers. On voit bien également que les parlementaires sont dans l'incapacité de proposer des lois qui parviennent au finish à être adoptées et promulguées par le président de la République. Mais là, ça ne date même pas d'aujourd'hui. C'est depuis une bonne trentaine d'années, sinon davantage, qu'il n'y a aucune proposition de loi qui ait prospéré. Il faut également dire que l'une des conséquences également, c'est que lorsqu'on a des vieillards à la tête du Parlement qui ne tiennent compte que de leur loyauté et de la fidélité à celui qui les a investis, qui ne tiennent pas compte du Cameroun, qui ne tiennent pas compte de l'avenir, du présent et de l'avenir du Cameroun, nous sommes vraiment mal partis. Parce que dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, les vrais débats se font au Parlement. La mobilité, c'est-à-dire que toutes les propositions, tous les projets, toutes les crises, comme je le disais tantôt, auxquelles le Cameroun est confronté, trouvent leur solution dans le débat au Parlement. Et un vrai débat. Mais ce débat aurait été plus intéressant si l'opposition avait été suffisamment consistante sur le plan du nombre de députés. Malheureusement, je constate qu'avec cette législature, depuis les dernières législatives, pratiquement aucun parti de l'opposition n'a un groupe parlementaire. C'est encore plus compliqué. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il dit c'est encore plus compliqué. Donc, vous voyez bien l'absence d'un groupe parlementaire pour les partis de l'opposition. Des vieillards qui ne doivent leur loyauté qu'à celui qui les a investis, qui ne peuvent même pas dire merci aux députés qui les ont votés, parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline parlementaire, mais également, les députés peuvent se passer de cette discipline, regarder Cameroun, nation Cameroun, l'avenir du Cameroun et dire et voter contre. Et ne pas voter comme le prescrit la discipline parlementaire. Et je peux vous dire que même si ils ne sont plus élus lorsqu'il y aura des élections 5 ans plus tard, mais au moins ils auront posé un acte fort qui montre qu'ils pensent davantage Cameroun que régime. Parce qu'après tout, un vrai homme politique, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui pense aux élections. En fait, je voulais faire la différence entre un homme politique et un homme d'État. Parce que l'homme d'État pense aux générations futures. L'homme d'État pense aux générations futures. Donc, si un député qui est homme politique veut devenir un véritable homme d'État aujourd'hui et demain, il faut qu'il pense aux générations futures. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques rares députés dans l'opposition actuellement au Parlement
qui ont véritablement ce quelque chose qui peut faire d'eux des hommes d'État. Parce que je vois, il y a un député qui s'affirme au sein du SDF, qui pose des actes forts, qui interpelle les ministres, qui interpelle les dirigeants sur la manière dont ils ont géré, par exemple, le Covid, les fonds alloués pour la gestion du Covid, la CAN aussi. Au Cameroun, pour la CAN au Cameroun. Et récemment, ce même député du SDF a interpellé le ministre de l'économie et le ministre des Finances. Et je pense que si, au moins, tous les députés de l'opposition pouvaient poser le même acte de la même façon et avoir au sein des amis, au sein du RDPC, capable de poser le même acte, je crois que ça fera en sorte que nous ayons un Parlement qui bouge. Mais le fait qu'ils aient à leur tête des personnalités qui ne sont pas prêts à faciliter ce genre de débat ou de mouvement au sein du Parlement, ça fragilise globalement toutes les actions qui peuvent être menées pour faire de notre Parlement un véritable Parlement dynamique. Après vous, Edmond Kamgamet, Moustapha Ngwana, après la réélection de Kavaye Guédibril et Marcel Niat Difendi, pensez-vous qu'il serait favorable à l'inscription de cette crise anglophone dans le cadre d'un débat parlementaire durant cette session de mars 2021? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne fais pas de la futurologie, mais je crois que l'une des caractéristiques de la vieillesse, c'est la sclérose. C'est-à-dire cette incapacité à pouvoir s'adapter aux nouvelles situations, cette incapacité à pouvoir changer, à pouvoir innover. Je pense que Kavaye Guédibril, le très honorable, et le président du Sénat ont déjà un modus operandi qui est connu. Ils sont des gens qui sont là pour faire allégeance au pouvoir. Et peut-être c'est une digression, mais j'ai entendu des gens du RDP se dire qu'Evin comme était très jeune et qu'il était très pressé. Vous pouvez vous rendre compte qu'un sexagénaire dans notre pays est considéré comme étant jeune et qui était très pressé et qu'il fallait qu'il attende son tour. Donc, pour dire que le système est assis sur cette volonté gérontocratique. En réalité, c'est une société bloquée. Notre société est une société bloquée. C'est une société paralysée même. Et cette paralysie-là est voulue. Je l'ai déjà dit une fois, peut-être que c'est un peu trop de le dire. Les autres pouvoirs n'existent pas en réalité. Parce qu'il ne faut pas... ils n'existent que de façon formelle, si vous voulez, sur le papier. Mais à la réalité, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire ne sont que des excroissances du pouvoir exécutif. Parce que quand vous voyez, dans un véritable régime démocratique, même s'il y a des consignes qui sont données par le parti, il y a quand même la possibilité qu'on laisse aux autres de pouvoir manifester leur velléité, quitte à ne pas être élus. Vous avez cité tout à l'heure le cas d'Adama Modi. Adama Modi a essayé en son temps. Il y a des gens, même la presse a eu de la sympathie pour sa personne. Mais on a vu ce qui en est sorti par après. Donc en réalité, la société est une société qui est complètement bloquée, qui est paralysée et qui se refuse à pouvoir adresser les questions importantes de la nation. Parce qu'en réalité, le Parlement doit participer à sa manière à la gouvernance. Parce que le contrôle de l'activité gouvernementale, c'est la participation à la gouvernance. Mais malheureusement, chez nous, vous vous rendez compte que le SDF, parti auquel j'appartiens, a en son temps fait du grabuge, parce que c'était peut-être pas honorable, fait du grabuge même à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse inscrire la question de la crise anglophone au Parlement. Malheureusement, les députés du RDPC ont préféré quitter la salle. Ils ont quitté la salle, et même lorsqu'ils sont revenus, malgré les vouvouzés là et les youyou, rien n'y a fait. On n'a pas pu inscrire cette question à l'ordre du jour. Donc je ne pense pas que le régime est prêt à participer à une action qui serait peut-être impulsée même par l'opposition. Parce que... Mais justement, le NEC a demandé à certains députés SDF, signataires d'une pétition adressée aux parlementaires américains, d'initier une autre pétition avec des députés RDPC pour que cette crise anglophone soit enfin inscrite à l'ordre du jour de la session parlementaire actuelle. Est-ce que cette démarche peut prospérer selon vous? Vous savez, j'ai le sentiment que c'était un vœu pieux. Dans l'absolu, j'aimerais, quelles que soient les solutions qui sont adoptées qui permettent au Cameroun de sortir de l'impasse, je suis preneur. Mais je vois mal l'orgueil
l'orgueil qui caractérise le pouvoir RDPC, parce qu'il faut le dire, c'est un orgueil qui frise l'autisme. Le pouvoir RDPC est incapable d'accepter qu'une initiative venue de l'extérieur puisse leur être imposée. Quelque intéressante qu'elle soit, quelque bénéfique qu'elle soit pour les populations camerounaises, ils ne sont pas preneurs. Les initiatives, ils sont les seuls à réfléchir, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus beaux, ils sont les seuls à pouvoir tout faire. Un de mes confrères, Père à son âme, vous rappelez, qu'il est venu avec des investisseurs qui étaient par exemple de clé à main, sans que l'État le debout sur le moins de francs. Dans le cadre des BOT, ou bien les PPP si vous voulez. Mais personne, le gouvernement s'y est refusé. En fait, on veut absolument tenir tous les cordons du pouvoir et tous les cordons de la bourse. Donc c'est ce qui justifie en réalité cette espèce de, non seulement de cacophonie, mais cette espèce de sclérose dans laquelle nous sommes enfoncés. Notre société est bloquée, on n'avance pas. Il n'y a rien qu'on puisse attendre actuellement du gouvernement du président Paul Biya. La seule chose qui puisse être le salut pour nous, c'est que quelqu'un d'autre puisse prendre sa suite, quel qu'il soit. Une autre personne doit prendre sa suite pour que le Cameroun puisse se redresser. Parce que c'est une antienne déjà. Tous les jours, c'est le même refrain. On revient sur les mêmes choses, mais on se rend compte que ceux qui nous gouvernent n'ont pas de volonté de faire avancer les choses. La non-gouvernance et même la mal-gouvernance sont un projet du RDPC. Le RDPC n'a pas de vision du Cameroun, même dans un an. Le RDPC, on vit au jour le jour, on vit au jour le jour et on supporte les conséquences. Je vous dis parce que j'ai peut-être une digression. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir. Je prends le cas dans le cas des élections municipales et législatives qu'il y a eu dernièrement. Pendant que nous avions engagé, on avait engagé des recours. On avait engagé des recours après l'élection des différents maires. Nous nous sommes rendus compte que, puisque le président avait convoqué le corps électoral, de manière quasi abusive, tous les recours, même ceux qui étaient pertinents, ont été rejetés. Il n'y a pas eu un seul recours qui a été retenu. Parce qu'il fallait adapter l'agenda de la Cour suprême à celui du président de la République. Alors qu'on prétend qu'il s'agit de pouvoirs différents. Ce qui ne s'entend pas. Le pouvoir judiciaire devrait pouvoir jouer les équilibres, pouvoir rétablir les équilibres. Et malheureusement, chez nous, on a le sentiment que sa balance penche du côté de celui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le président qui est le Dieu sur terre en réalité. On parlera de cette justice tout à l'heure, maître Moustapha Ngouanam. J'aimerais d'abord avoir la réaction de Raphaël Ndungu sur la vision du RDPC. Vous avez suivi les critiques formulées à l'encontre de votre formation politique concernant la qualité de la gouvernance au Cameroun et les perspectives pour le pays. Que répondez-vous? Non, disons que c'est notre pays, chacun peut apporter à sa manière, même si ça passe par la critique. J'ai la coutume de dire que le président avait demandé au Cameroun de ne plus aller au maquis pour exprimer leurs opinions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même au sein même du parti RDPC, les gens doivent s'exprimer. Les gens doivent dire ce qu'ils pensent pour l'évolution de notre pays. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont négatives et il y a d'autres qui sont positives. Maintenant, ce n'est pas l'occasion pour moi ici de faire un bilan, quoi que ce soit. Nous pensons que si à partir de l'Assemblée, à partir du Parlement, là où on parle des questions de loi, si un travail est fait, on peut comprendre qu'ici, il s'agit de l'avenir du pays. C'est pour cette raison que nous pensons. D'ailleurs, vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut inscrire la question de la crise anglophone? Oui, on doit l'inscrire. Pour la simple raison que ce sont les populations, ce sont les Camerounais qui meurent. Et quand on est un élu du peuple, on doit s'indigner. Quelle que soit la chapelle politique où vous appartenez. Parce que les Camerounais sont déjà morts dans cette affaire-là. Et je me souviens quand même que le très honorable Kaba Djibril avait inscrit autrefois la question du Boko Haram, ou quand il avait dit dans son discours que le Boko Haram est parmi nous. Il est donc question aussi aujourd'hui, d'ailleurs, quand il y a eu une pétition de certains députés pour répondre aux parlementaires américains. Très bien. Et il est donc question aussi maintenant qu'après la réélection, que l'on se penche véritablement sur la crise anglophone. Tout à l'heure, j'ai fait déjà une pirouette là-dessus. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un autre pays, il s'agit du Cameroun. Et Dieu sait qu'est-ce que nous perdons sur le plan économique depuis pratiquement 5 ans. Et parlons de cette crise. Le président de la République, dans son discours, lors de la journée de la CEMAC, a déclaré qu'il y a un retour progressif à la paix
et à la cohésion sociale, car selon lui, des réponses appropriées ont déjà été données dans le cadre de la résolution de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Avez-vous le même sentiment qu'il y a un retour progressif à la paix et qu'il y a des réponses appropriées qui ont déjà été données? Je pense que actuellement nous avons plus suivi qu'il y a des morts comme ce fut le cas les derniers mois. Je pense même que beaucoup de choses ont été soulevées. Tout à l'heure, je vous parlais des personnalités sur le plan de la préséance. Ça veut donc dire que, honnêtement, on aurait dû aussi trouver une solution par rapport à ça. Parce que, quand on le veut ou non, on peut bien dire que le chef du gouvernement, le premier ministre Tifinouni FM, a un pouvoir assez étendu. Mais certains, dans cette partie du pays, pensent qu'ils voudraient aussi voir... Il est en prison, hein. Et ils voudraient aussi voir une personnalité de deuxième catégorie ou alors de deuxième rang venir de ce côté-là. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'on aurait dû essayer de résoudre ce problème. Maintenant, sur ce qui a déjà été fait, il y a eu plusieurs revendications. C'est pour cette raison que je crois fermement, je l'ai toujours dit ici, qu'il faut bien que ces personnalités de ce pays, de ces deux régions, se réunissent d'abord elles-mêmes pour évaluer, pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait, pour essayer d'évaluer de manière globale cette situation. Et j'ai toujours pensé que c'est le chief, j'ai envie de dire, chief John Gouté, qui doit diriger ces travaux-là. Pour la simple raison que, aujourd'hui, tant que les gens continuent à mourir, on ne peut pas véritablement faire le bilan sur ce qui a déjà été fait. Mais on sait que nous, on a créé la commission Moussongé, bilinguisme et autres. On sait qu'on a fait ci, on a fait ça. Mais beaucoup reste également à faire. Donc, nous pensons, pour finir sur la question, que la question de la crise anglophone doit être d'actualité dans cette session-ci. Parce que de toutes les façons, on ne doit pas attendre que ce soit les autres qui attirent notre attention. Parce que de tous les cas, ce sont les Camerounais qui meurent. Ce sont les Camerounais qui se sont déplacés, qui sont dans la ville de Douala. Et d'autres Camerounais, ayant peut-être un strict minimum, sont obligés de supporter les déplacés internes. Donc tout cela touche véritablement les Camerounais. C'est pour cette raison qu'un député doit comprendre qu'il est élu pour le peuple. Même s'il a été parachuté, même s'il a été nommé. À partir du moment où vous êtes nommé, posez la question aux autres. D'ailleurs, voici des avocats qui sont ici. Je ne sais pas combien vous consultez dans des cabinets de députés. Pourtant, vous devez être des consultants. On devait vous consulter pour faire le travail sur le plan de loi et autres. Même si vous avez été nommé, vous pouvez faire le travail comme un savant avait dit lorsque vous balayez la rue. Il ne faut pas que notre balayeur passe par là qui se rend compte que vous n'avez pas bien fait votre travail. C'est le peuple qui souffre dans toutes ces affaires. Je crois donc qu'il faut inscrire véritablement cette session à l'Assemblée nationale. Alors, au moment où il y a l'enlisement dans la gestion de la crise, Maître Désiré Sikadi, il y a cette sortie du ministre français des Affaires étrangères répondant à l'interpellation d'un député français. Il fait savoir que la France est préoccupée par la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest et elle est favorable à l'organisation d'un dialogue inclusif, y compris avec l'opposition, pour trouver une issue politique à la crise. D'un côté, le chef de l'État, lui, il dit qu'il y a un retour progressif à la paix car des réponses appropriées ont été trouvées à cette crise. Comment appréciez-vous ces différentes sorties? Déjà, il faut se rappeler que depuis que la crise anglophone a pris la tournure de la guerre, le régime de Yaoundé a toujours donné l'impression qu'il maîtrisait la situation. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui que M. Biya prétend que le calme est revenu dans les deux régions anglophones. Il l'a toujours dit depuis le début. Et quand ce n'est pas lui qui le dit, ce sont ses ministres, notamment le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Ce que je constate, c'est que, enfin, certains pays de la communauté internationale, qui sont quand même assez impliqués sur le plan historique dans les relations avec le Cameroun, commencent à percevoir cette question exactement comme nous de l'opposition, on l'a souvent demandé, la question du dialogue inclusif, parce qu'il faut se rappeler que c'est une nouveauté dans le langage diplomatique français de faire allusion au dialogue inclusif. Par le passé, on a écouté M. Le Drian dire que la France accompagne Paul Biya dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Aujourd'hui, il parle de dialogue inclusif en précisant même qu'il faut associer l'opposition à ce dialogue-là. Mieux vaut tard que jamais, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'ampleur de la crise
dans les deux régions anglophones est telle qu'on ne peut pas refuser l'apport de quelques pays que ce soit, si tant il est que ça peut permettre à cette crise de prendre fin. Et il faut quand même se rappeler que la France est en train de se mettre du même côté qu'un certain nombre de pays, ou bien d'entités de la communauté internationale, et même de leaders camerounais. D'ailleurs, vous vous souvenez que même au sein du RDPC, le sultan Bombon Joya avait dit que le dialogue inclusif était le seul moyen de règlement de la crise anglophone. Et nous aussi au MRC, nous l'avons toujours dit, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous ne sommes pas allés aux dernières élections législatives et municipales. Voilà, nous savons tous que certaines élites de la communauté anglophone ont, à travers, par exemple, la All Anglophone Conference, voulu servir de catalyseur à un véritable dialogue inclusif. Nous savons également l'histoire de la médiation suisse qui s'est proposée au Camerounais. Nous savons aussi que le Parlement américain, l'Union africaine ont toujours préconisé un dialogue inclusif dans lequel on insérerait également les groupes séparatistes armés ou bien leurs représentants, dont la plupart sont basés à l'étranger. Et on sait aussi qu'au sein du régime, cette demande d'inclure ou bien de promouvoir un dialogue inclusif n'a jamais arrangé le régime. Bien au contraire, on a bien vu qu'en septembre 2019, le régime, certainement effrayé par le fait que la question de la crise anglophone pourrait être inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, avait décidé d'organiser un dialogue anglophone, un prétendu dialogue pour le règlement de la crise anglophone à l'emporte-pièce, en choisissant lui-même les représentants des communautés anglophones. Et dans la foulée, on a eu le code de la décentralisation, dont ils ont dit que c'était le moyen de mettre sur pied la décentralisation. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment cette décentralisation est entretenue sur le terrain, on voit bien qu'en fait, c'est une sorte d'esbrouf. Déjà quand vous regardez bien, un bon nombre des membres de la communauté anglophone, ceux qui sont dans la contestation, il y a de cela quelques temps, j'ai suivi encore un leader de la communauté anglophone, tout me disait que la plupart des anglophones sont pour le fédéralisme. Et nous savons bien que durant le grand dialogue, où cette question aurait dû être au moins débattue, même si les véritables représentants de la communauté anglophone n'étaient pas autour de la table, ça aurait permis de comprendre la bonne volonté du régime de faire de cette question du fédéralisme ou bien de l'administration, la forme d'administration de l'État, une question qui n'est pas tabou. Donc, moi j'ai un problème en tant qu'Africain de voir que certains pays, anciens partenaires dans le cadre de la colonisation, se présentent à certains moments comme ceux qui doivent frapper la main sur la table pour que nous écoutions ce que notre propre peuple nous a souvent demandé de faire. Parce qu'il faut quand même se rappeler que le règlement de la crise anglophone, par la mise sur pied d'un dialogue inclusif, n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la France qui vient avec ça. Beaucoup, les partis politiques camerounais, dont le MRC, l'ont réclamé. D'ailleurs, il y a de cela quelque temps, la conférence épiscopale de l'Église catholique a dit qu'il fallait organiser un nouveau dialogue, en y incluant également les groupes séparatistes armés. Donc pour vous, le pouvoir de Yaoundé est plus sensible je ne sais pas s'ils sont sensibles. Préoccupations qui lui sont posées par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Absolument. Vous savez, il y a de cela presque 2 ans, lorsque plusieurs leaders du MRC étaient en prison, il avait fallu que Macron fasse comprendre à M. Biya que pour venir, la condition pour participer à un sommet à Lyon était de libérer tous les prisonniers politiques. Et on a très bien vu que dans la foulée, ces prisonniers étaient libérés. Donc, je pense que par ces gestes, le régime a démontré qu'il préfère subir et exécuter le diktat d'un certain nombre de puissances étrangères au lieu d'écouter son propre peuple. Mais ce qui est quand même certain, c'est quoi? Ce qui est constant, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. Et lorsque j'ai lu, parce que la correspondance que M. Le Drian adresse à Sébastien Nadeau, des députés français, oui, aux députés, donne quand même l'impression qu'à lire, c'est-à-dire pour quelqu'un qui peut essayer d'interpréter, lire entre les lignes, donne l'impression qu'en fait, il ne s'agit pas d'un désaccord entre Yaoundé et Paris. Pour moi, il s'agit d'un désaccord entre Yaoundé et le bon sens. Alors justement... Et le bon sens, pourquoi est-ce que je dis le bon sens? Oui. Parce qu'en fait, quand vous étudiez l'environnement politique qui tourne autour de la crise anglophone, vous constatez quand même que tous les leaders, tous les Camerounais dans les grands ensembles, même au sein du RDPC, vous avez un groupe
de front, bon, je dirais pas de frontières, mais des gens qui sont quand même épris de bonne foi et de l'intérêt national qui demandent que le dialogue inclusif soit organisé. J'ai parlé tout à l'heure de Sa Majesté le Sultan, roi de Bamoun, qui est une élite importante au sein de ce parti-là. Membre du bureau vous vous souvenez, pour vous démontrer que le régime n'a jamais eu la volonté de faire du dialogue inclusif un moyen de règlement de la crise anglophone. Vous vous souvenez qu'en 2019, avant le grand dialogue national, le Premier ministre avait annoncé le dialogue. Mais le ministre de l'administration territoriale l'avait pris en contre-pied pour dire qu'il n'y a aucun dialogue possible contre les terroristes. Donc aujourd'hui, malheureusement, le même gouvernement est là. Vous avez toujours deux factions. Une faction jusqu'au-boutiste qui veut à tout prix en découdre par les armes, quitte à ce que l'on rentre dans une guerre qui va s'enliser et que les Camerounais, au lieu d'économiser leur budget pour des projets d'intérêt national, se retrouvent en train de faire une guerre qu'on pourrait éviter par le dialogue. À côté de ça, vous avez quand même le Premier ministre qui a toujours donné quand même dans ses prises de position des velléités de règlement de cette crise de façon consensuelle. Et sa position correspond exactement à ce que la plupart des Camerounais ont toujours demandé, c'est-à-dire la position de dialogue. Et 2 ans après ce grand dialogue national, il y a cette correspondance, Edmond Kambia, de Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian a adressé à Sébastien Nadeau, le ministre des Affaires étrangères en France, qui revient sur la question du dialogue inclusif. Edmond Kambia, vous êtes diplomate. Comment interprétez-vous cette sortie du ministre français des Affaires étrangères concernant l'approche à adopter pour résoudre pacifiquement la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire un dernier mot sur le débat précédent, mais ce sera très rapide. C'est de dire qu'en réalité, s'il fallait faire un bilan du régime gérontocratique au pouvoir, c'est que sur le plan politique, économique, social et culturel, il est tout simplement désastreux. Parce qu'au finish, on se rend compte que le Cameroun est en guerre dans plusieurs régions. On se rend compte que le Cameroun a déclaré au moins 3 régions du pays zone économiquement sinistrée. On se rend compte aussi que le tribalisme et la corruption ont fait leur lit dans la société camerounaise. Et tout cela n'est pas favorable à faire du Cameroun un miroir pour les pays voisins, un miroir pour l'Afrique et un miroir pour un pays qui vise à émerger, à devenir pays émergent, comme avait dit le chef de l'État en 2035. Je pense que nous sommes loin d'atteindre l'émergence avec la gouvernance actuelle. Pour répondre à votre question, M. Noufélé, je voudrais dire que la réponse du ministre des Affaires étrangères français à un député français qui l'a interpellé, n'est-ce pas, sur ce que fait la France dans le débat sur la crise anglophone par rapport au problème politique camerounais. Je trouve que Yves Le Drian est cohérent et constant. Il est dans la vision de ce que le président français Emmanuel Macron a toujours fait dans ses échanges avec le président Paul Biya. Il a toujours demandé au président Paul Biya d'aller dans le sens d'une ouverture politique, d'aller dans le sens d'une décentralisation effective et réelle, de faire en sorte qu'au Cameroun, il y ait, vis-à-vis de l'opposition, le sentiment qu'il y a des efforts qui vont dans le sens de démocratiser le pays en donnant la possibilité aux acteurs politiques comme aux activistes de s'exprimer. Mais maintenant, sur le fond, lorsque Yves Le Drian rappelle la nécessité d'un dialogue national inclusif, y compris avec l'opposition, c'est une façon de reconnaître en réalité que le grand débat national qui a eu lieu en 2019 n'était pas inclusif. La France même reconnaît que ce débat-là n'était pas inclusif. C'est pour cela que Yves Le Drian reconnaît que ce débat doit être inclusif et inclure l'opposition. Quand il dit inclure l'opposition, cela signifie que la France a même reconnu que dans le grand dialogue national de 2019, toute l'opposition n'était pas représentée. Ou alors, une partie de l'opposition importante n'était pas représentée. Et il me souvient qu'il y a des formations politiques de l'opposition qui n'avaient pas participé au grand débat national. Il y a aussi certains acteurs politiques, notamment les acteurs
sécessionnistes qui n'avaient pas pris part à ce débat-là. En réalité, c'est les premières choses qu'il faut observer et constater dans la missive du ministre français des Affaires étrangères. Mais il faut aller plus loin. Est-ce qu'il y a un problème entre Paris et Yaoundé dans la gestion politique de la crise anglophone? Oui et non. Non, parce que sur le fond, la France est d'accord avec Yaoundé qu'il faut décentraliser et non parvenir au fédéralisme. La France et Yaoundé sont d'accord là-dessus, que c'est la décentralisation qui est l'option retenue et qu'il ne faut pas du tout aller vers le fédéralisme. Maintenant, là où le bas blesse, là où il y a un front entre Paris et Yaoundé, c'est que le gouvernement camerounais manque la volonté de faire avancer les choses. Au-delà des déclarations d'intention qui ont été formulées jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement n'a pas la volonté de rendre effective la décentralisation annoncée. Observez vous-même, il y a eu un début de problème déjà entre certaines autorités administratives et certains responsables de communes sur l'interprétation de certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et il n'y a eu nulle part un certain arbitrage au niveau de la hiérarchie de l'État. Donc il y a une volonté de faire préserver l'ambiguïté, le flou. Ça c'est le gouvernement. Et la lenteur avec laquelle les choses avancent montre bien que le gouvernement n'a pas la volonté de décentraliser effectivement. Or, le débat de fond qui se pose, ce n'est pas de réaliser la décentralisation ou d'être lent dans la décentralisation. Parce que là, j'interviens au-delà de l'analyste que je suis, de consultant analyste que je suis citoyen. Il n'y a pas de fond. C'est qu'il faut poser sur la table la question de la forme de l'État qui demeure. Parce que si la question de la forme de l'État n'est pas débattue, on aura beau avancer dans la décentralisation que la solution de la crise anglophone ne sera jamais trouvée. Parce que tout réside sur la forme de l'État. Et sur cette question, Maître Moustapha Ngouana, on suit la France déclarer qu'elle veut accompagner le Cameroun dans la mise en place effective de la décentralisation et du statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'annonce a été faite en 2019 à l'issue du grand dialogue national. Il y a eu une loi sur la décentralisation en fin 2019 lors d'une session extraordinaire du Parlement camerounais. Comment comprendre que jusqu'aujourd'hui, tout le monde a du mal à percevoir ce statut spécial? Pensez-vous que cet appui de la France pour ce statut spécial permettra de résoudre l'épineux problème qui se pose dans ces deux régions du Cameroun? Voyez-vous, la France elle-même est jacobine. La France croit au jacobinisme, ce n'est pas un État qui pratique le fédéralisme. Quand vous voyez tous les pays d'Afrique francophone, parmi tous les pays d'Afrique francophone, il n'y a pas un seul qui soit un pays qui ait expérimenté le fédéralisme. Vous savez, les États africains francophones ont des rapports incestueux avec la France. Pour que la France puisse maintenir cette espèce de domination de ces pays-là, il est important qu'elle puisse contrôler toute l'architecture du pouvoir. Or, avec le fédéralisme, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont accordés aux États fédérés. Et il devient donc impossible dans un contexte comme celui-là d'avoir sa même mise avec la même amplitude que lorsque vous avez un État centralisé comme le nôtre. Parce que lorsque l'État est centralisé, lorsque vous impulsez à partir du sommet votre pression, elle se diffuse sur les autres, elle se déconcentre sur les autres institutions. Maintenant, lorsque vous avez une république fédérale, les États fédérés ont des pouvoirs qui leur sont propres. Et sur ces pouvoirs-là, il est constant que le pouvoir central ne peut pas intervenir. Or, parfois, ce sont des leviers économiques. Les leviers économiques sur lesquels le pouvoir politique français veut toujours pouvoir actionner. Donc, il ne faut pas être surpris qu'ils prétendent qu'il faille absolument aller à la décentralisation, alors que nous tous, nous convenons de ce que la décentralisation a dit qu'elle est mornée au Cameroun. Et je suis très heureux aujourd'hui même, je me rends compte que
Même le MLC partage désormais de manière entière la thèse du fédéralisme. Qui est la seule solution dans une république plurielle comme la nôtre? Le Cameroun est une république plurielle. On a les musulmans, on a des chrétiens, on a des animistes, on a des bantous, on a des soudanais. On a une diversité de peuples au Cameroun. Et on a une diversité de cultures. La seule manière de pouvoir gérer cette foultitude, ce magma populationnel, c'est de pouvoir encadrer ça dans un état qui permet à chaque spécificité de pouvoir s'exercer de manière pleine et entière. Et je ne vois pas en quoi cela empêcherait notre pays de pouvoir avancer. C'est un exemple que j'ai l'habitude de prendre. Lorsque vous arrivez dans presque tous les continents, les premières puissances sont les puissances fédérales. Vous allez en Europe, c'est l'Allemagne, c'est la Russie. Vous allez aux Amériques, c'est les États-Unis. Vous allez au Cameroun, c'est le Nigeria. Et ces pays, on ne va pas dire qu'un Ibo ne se reconnaît pas avec un Aoussa comme étant Nigérian. Non, ils sont tous des Nigérians. Donc on a absolument besoin de mettre en place le fédéralisme. Mais c'est une difficulté avec le régime actuel qui est absolument centralisateur. Lorsque vous voyez, il y a des exemples qui peuvent relever de la banalité, mais qui expriment la volonté du gouvernement de pouvoir tout contrôler. On vous a dit qu'il y a une dotation à la décentralisation, ça doit être au moins 15%. Ce n'est jamais arrivé. On vous dit que on s'inscrit dans les lycées et collèges. Aujourd'hui, il y a un compte qui est géré par le ministère et après on partage dans les établissements. Vous voyez même les questions les plus élémentaires comme celle-là. On dit qu'on a un peu de décentralisation, mais le ministère de l'enseignement secondaire doit encore gérer les frais d'inscription dans les lycées. Est-ce que vous croyez qu'il y a une véritable volonté? Non, il n'y a pas de véritable volonté. Si on veut que les choses se fassent normalement, il faut qu'on puisse donner la possibilité aux Camerounais de libérer leurs énergies. C'est pourquoi je partage très souvent les thèses de Dieudonné Somba sur le fédéralisme. Aujourd'hui, le pouvoir central est l'objet de toutes les convoitises. L'objet de toutes les convoitises parce que c'est lui qui concentre tout. Or, aujourd'hui, il faut pouvoir le rendre moins attrayant, moins attractif. En laissant les populations de différentes régions du Cameroun administrer les affaires quotidiennes et qu'on laisse les affaires de souveraineté à l'État central. Ce n'est que la seule possibilité que nous avons de pouvoir sortir de la crise anglophone. Les anglophones ont expérimenté le fédéralisme. Les anglophones ont expérimenté le local government. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, quelle que soit la solution qu'on propose, même ceux qui sont dans le RDPC, lorsque vous les avez en aparté, je vous le dis, quand le cardinal Toumi dit qu'ils sont tous fédéralistes, ce n'est pas une vue de l'esprit. Lorsque vous parlez avec un anglophone qui est dans le RDPC, lorsque c'est en aparté, quand c'est en dehors des micros, je vous le dis, ils sont pour le fédéralisme. Et beaucoup reconnaissent qu'ils ont fait beaucoup de mal à leur pays. Donc il faut qu'on puisse se le dire. La position de la France est une position qui s'explique historiquement, non seulement par ses intérêts, mais également avec sa vision de la nation, qui ne tient pas compte des réalités qui sont les nôtres. Le Cameroun est un pays particulier. Quand on dit souvent le Cameroun, c'est pas que c'est pour également d'une certaine manière expliquer toutes ces difficultés, toutes ces différences, toutes ces multitudes là qui font notre nation et qu'on doit absolument gérer dans un noyau fédéral. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut briser les symboles. Il faut briser les symboles. Et rien ne nous dit qu'on est obligé d'avoir un fédéralisme à la canadienne ou bien à l'américaine ou quoi que ce soit. Il faut déjà que même la dénomination de la République puisse changer. C'est les symboles qu'il faut briser. Parce qu'on est parti, on est revenu à la République du Cameroun comme si on n'avait jamais fait, comme s'il n'y avait jamais eu un processus d'unification. Et tout ça là, c'est des symboles qu'il faut absolument briser pour faire croire aux autres que non, nous reconnaissons que peut-être nous avons certainement été le même peuple. La colonisation, par le fait de la colonisation, nous nous sommes retrouvés divisés. Nous nous sommes remis ensemble. Mais il faut que ce mariage-là puisse quand même être consacré quand même par des petits symboles. Et notre fédéralisme peut être un fédéralisme particulier, sui generis, comme on dit, comme nous les juristes nous disons. Et dedans, tout ce qui fait peur relativement à la possibilité de sécession véritable, peut être encadré, et encadré dans un sens qui va nous permettre d'éviter la sécession. Vous avez vu par exemple en Catalogne, il y a quand Puigdemont a voulu faire une sécession, mais il a fait l'objet de procédures pas possibles. Même si les Catalans sont veulent sortir de l'Espagne, le reste de la nation s'y oppose avec force. On peut même créer des infractions spéciales. Des infractions spéciales qui vont faire en sorte que les personnes qui élèveront plus tard le débat soit pour une nouvelle unification ou bien pour la sortie du fédéralisme ou bien pour la sécession fassent l'objet d'infractions fédérales.
on crée même les infractions fédérales. Parce que quand le fédéralisme, si on y parvient un jour, il y aura des infractions qui ne pourront être jugées que par les cours fédérales et non pas aux États fédérés. Donc tout ça, c'est des mécanismes qu'on peut mettre sur pied et permettre à notre pays de pouvoir se gouverner en respectant la multitude, la multiplicité populationnelle, la multiplicité culturelle qui est sienne. Donc il faut absolument qu'on puisse arriver à cela. Et si on ne va pas au fédéralisme, je vous dis que si le président Paul Biya ferme les yeux aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'esprit qui va permettre aux anglophones de rester dans la maison Cameroun. Parce qu'avant qu'on... Oui. Allez-y. Je ne sais pas celui qui va permettre aux anglophones de rester dans la maison Cameroun. Parce que voyez-vous, dans le régime actuel, le dauphiné est même interdit. Oui. Si vous manifestez comme étant un dauphin, c'est-à-dire que c'est tous les clans qui vous tombent dessus à bras raccourcis et finissent par vous broyer et vous éliminer complètement. Par contre, si dans le système qui est le nôtre, on avait dessiné le portrait robot de celui qui peut prendre la suite, le préparer à prendre la suite, et qu'un consensus progressif s'établisse autour de sa personne, on aurait pu sans être d'accord, au moins comprendre que voilà celui qui va continuer. Et qui peut au moins au sein même du RDPC faire un minimum de consensus. Mais aujourd'hui, si vous êtes Marafa, vous vous amusez, on vous coupe la tête. Si vous êtes Mbara, vous vous amusez, on vous coupe la tête. Ainsi de suite. Et on se retrouve dans un pays où on est au bord du gouffre avec un chef de l'État qui est en fin de vie. Et ce n'est pas lui manquer de respect que de le dire. Et s'il ferme les yeux demain, dites-moi quand vous voyez le RDPC, c'est le président Niat du Sénat qui va pouvoir prendre la suite, qui va pouvoir organiser l'élection. Je suis sûr que chacun d'entre nous sait qu'il est dans l'incapacité physique et intellectuelle de pouvoir faire ce travail-là. Et ce n'est pas lui manquer de respect que de le dire. Nous voyons tous, nous assistons à ce qui se passe. Et c'est notre pays. Et lorsque nous faisons des analyses comme celle-là, ce n'est pas contre les individus. Mais c'est pour que nous puissions très vite redresser le tir, redresser la barque, pour que le navire Cameroun ne tangue et vacille et finisse par sombrer. Donc il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'ils ne doivent pas s'amuser avec nos vies. Nous avons nos enfants, nous voulons qu'ils vivent au Cameroun, qu'ils fassent leur devenir dans leur pays, sur la terre de leurs ancêtres. Et ceux qui nous gouvernent ne doivent donc pas s'amuser avec cela. Vous soulevez des préoccupations, Maître Moustapha Ngwana, qui concernent la forme de l'État. Est-ce que, Raphaël Ndungu, ce sujet est un sujet tabou que le gouvernement redoute de voir posé sur la table durant un dialogue inclusif, raison pour laquelle il évite depuis près de 3 ans, 4 ans que dure la crise, à pouvoir discuter de cela avec les autres forces vives de la nation. Est-ce que ce sujet sur la forme de l'État fait peur au gouvernement actuel, selon vous? Ça ne devait pas faire peur, pour la simple raison que on est parti de Fumban avec cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entendre qu'en réalité, quelqu'un se pose la question dans son ouvrage, est-ce qu'on doit aller à Fumban pour la deuxième fois pour recentrer ce qui avait été dit là-bas, pour faire respecter ce qui avait été dit là-bas. Au cours du grand dialogue, vous avez suivi tout à l'heure, je crois, un des maîtres a dit que un des membres du bureau politique avait parlé de ça. Et ça s'est passé à Fumban. Donc, il était peut-être jeune, mais je crois qu'il était déjà là. Sa Majesté Ibrahim Bobo Douya, roi des Bamoun, sur ces terres. Donc, honnêtement, ce n'est pas un sujet tabou. D'ailleurs, nous pensons que si le premier grand dialogue a connu ce qu'il a connu, parce que là-dedans, on n'a pas de statut spécial, on a dit qu'on va accélérer la décentralisation. Et nous sommes donc d'accord que l'accélération, là, connaît des problèmes. Et peut-être on peut comprendre que les habitudes ayant la peau dure, c'est difficile pour les personnes qui ont été habituées à gérer certaines choses à leur niveau de les libérer pour que ce soit géré à la base. Ça, ce sont les habitudes qui ont la peau dure. Et je suis sûr d'une chose, c'est que quand le président Biya va donner plus de pouvoir à monsieur le Premier ministre, il va frapper la main sur la table pour que ses collaborateurs libèrent justement Mais il va le faire quand il n'est pas Raphaël dans les tout petits. Ça fait déjà 5 ans que la crise anglophone dure. On a suivi le Premier ministre en 2019, dit qu'il est un apôtre de la paix, messager du chef de l'État, qu'il vient pour discuter de tous les sujets. Et le principal sujet qui était très attendu concernant la forme et la nature de l'État, ce sujet a été galvaudé durant le grand dialogue national. Et il revient, une fois de plus, lorsque tous les acteurs politiques se retrouvent, ils estiment que c'est le sujet
prioritaire qui doit être inscrit à l'ordre du jour d'un nouveau dialogue inclusif? Premier sur le Premier ministre, quand il faisait cette déclaration, il avait consulté, il avait reçu en consultation des leaders de partis politiques, bien évidemment, des hommes d'église. Il est bien vrai qu'à l'époque, le professeur Maurice Kamto n'était pas en liberté, mais il avait quand même reçu, je crois, son premier vice-président. Et que, bon, aujourd'hui, beaucoup pensent qu'une fois libre, il faut qu'il participe à la prochaine, si vous voulez, au prochain grand dialogue. Donc le premier ministre, quand il venait, il avait déjà écouté les populations, les Camerounais qu'il a reçus en consultation. Et donc, chacun allait dans son sens, avait ses propositions. Donc il ne disait pas pour blaguer. C'est pour cette raison que je crois que nous faisons des propositions ici, nous disons et nous pensons, pour paraphraser Maître Ngwana, qui a dit tout à l'heure que beaucoup parmi ces gens-là, qui sont même du RDPC dans les deux parties du pays, sont pour le fédéralisme. Pourquoi la politique d'autruche? Il faut donc ensemble, ces gens-là commencent par se retrouver et qu'ils nous amènent un fruit, quelque chose. Ça fait donc au moment du grand dialogue, tous ces sujets-là doivent être débattus. Honnêtement, lorsqu'on est sérieux, quand il y a n'importe quel problème, même dans nos foyers, lorsque vous avez un problème X, on peut soulever d'autres problèmes parce qu'il faut, on cherche à voir, on cherche à comprendre comment on est arrivé là. Si ce qui avait été dit à Fumba n'avait pas été respecté, il faut peut-être revenir là-dessus en interrogeant, puisqu'il y a les écrits, ce qui avait été dit, est-ce qu'on respecte? J'ai seulement pris un cas tout à l'heure de la préséance. Je peux prendre notre cas où on a dit simplement que quand le francophone gouverne, la prochaine fois, c'est un anglophone, tout cela doit être débattu. Parce que de toutes les façons, ces gens-là demandent la sécession tout simplement parce qu'ils se rendent compte que leurs problèmes ne sont pas pris en compte. Et c'est pour cette raison aussi qu'il faut pointer le doigt accusateur à ceux-là même que le président Biya a pris autour de lui, qui n'ont pas justement aussi fait ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés et ont oublié un certain nombre de choses. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, lorsqu'on a les chaussures aux pieds, nous les avons ici tous, quand votre chaussure fait mal, c'est vous qui savez que votre chaussure fait mal. Nous qui sommes partout, peut-être sur le du sud ou du centre là-bas, on ne connaît pas leurs problèmes qu'ils ont en interne là-bas. Et il faut donc que quelqu'un soit porteur de ces problèmes pour porter l'attention du grand soir ou alors le grand jour, pour dire voici les problèmes, voici nos préoccupations. Nous pensons que nous voulons ça. Je pense aussi que si on avait accéléré cette affaire de décentralisation, peut-être on aurait moins de problèmes. Mais ça fait plusieurs années que ça n'a pas marché. Il faut donc inscrire. Ce n'est pas le ministre de français pour moi qui vient nous apprendre cela. Je crois que des Camerounais ont déjà dit sur votre plateau et partout ailleurs. Donc il n'est pas exclu que on reconvoque notre grand dialogue. Rien de plus beau de voir des Camerounais s'asseoir ensemble pour discuter du développement de leur pays. Ce n'est pas un sujet qui doit être tabou de toutes les façons. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut donc, lorsqu'on va convoquer ce grand dialogue, que les points soient bien précis. Ceux qui en souffrent dans leur chair. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans leur chair. Aujourd'hui, ils ont perdu des Camerounais là-bas. Aujourd'hui, ils se sont déplacés. Leur économie est en baisse. Et tout ce que vous imaginez, il n'est donc pas question de dormir sur le laurier aujourd'hui. Quand on parle même de statut spécial, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Il faut qu'on dise aux Camerounais que dans le statut spécial, voici ce que nous allons faire dans ces deux parties de la région. Et vous avez donc bien évidemment vu comme un ping-pong. Le Premier ministre, ressortissant de cette partie du pays, dit telle chose. Son ministre de l'administration territoriale, qui est également ressortissant là-bas, ça fait comme si le pays est divisé, comme si les deux régions-là, il y a une division. C'est pour ça que moi, je ne suis peut-être pas un Camerounais qui est plus nanti, mais je propose à ces gens-là d'aller s'asseoir eux-mêmes. Que les gens, des personnalités du nord, ouest et du sud-ouest, peu importe leur chapelle politique, religieuse, qui s'asseyent, qu'ils nous amènent quelque chose à l'issue de leur retrouvaille. Parce qu'en réalité, il y a des vérités là-bas qu'on ne veut pas nous dire. Et au-delà de la crise anglophone, autre problème au Cameroun, c'est le respect de l'état de droit. Avec vous, Maître Désiré Sikati, depuis le 22 septembre en 2020, plusieurs militants de votre formation politique ont été arrêtés et placés en détention. Certains ont introduit des demandes d'habeas corpus auprès des juridictions camerounaises. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est leur situation?
Bien sûr que je vais vous répondre, Monsieur Noufele, mais permettez-moi quand même de dire deux petits mots par rapport au sujet, voilà, dernière thématique sur la question du fédéralisme. Moi, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas être naïf. Quand on pose le problème en termes, est-ce que la question du fédéralisme, c'est une question taboue? Nous savons très bien que cette question n'est pas une question taboue. Mais si on part du fait que nous sommes dans ce que je peux appeler une kleptocratie, c'est-à-dire ce type de gouvernement où chacun qui travaille pour le compte de l'État pense qu'il peut piocher dans les caisses publiques, qu'il peut voler l'État comme bon lui semble, eh bien, pour les kleptocrates, le fédéralisme, ça pose un véritable problème parce que lorsqu'on parle d'État fédéral, ça veut dire qu'il y aura une sorte de... tout ce qui concerne, par exemple, l'argent. L'argent ne sera plus centralisé au niveau de Yaoundé, où les gens vont manipuler les budgets à leur guise. C'est eux qui seront derrière les marchés, qui donnent à leurs proches. C'est ça l'avantage du fédéralisme. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'argent, parce que c'est ça, c'est le problème, c'est l'argent. Si le fédéralisme c'était quelque chose qui contenait tout sauf l'argent, vous pouvez être sûr qu'on aurait tout transféré. Donc ceux qui sont à Yaoundé ne veulent pas laisser cet argent aux communautés locales. Avec le fédéralisme, par exemple, Douala qui produit pratiquement 70% des recettes fiscalo-douanières sera à même d'utiliser une partie de cet argent-là pour développer les infrastructures. Mais avec l'État centralisé, on n'a jamais dit que l'État centralisé est forcément mauvais partout. Voilà, si vous allez par exemple en France, vous allez voir qu'ils ont le système de l'État centralisé, mais vous voyez quand même que la France est aussi développée que les États-Unis, le pays, l'État fédéral par excellence. Vous allez même au Ghana. Le Ghana, c'est un État centralisé, mais quand on voit le rythme de développement du Ghana, on comprend que d'ici quelque chose comme 20 ans, ils n'auront rien à vivre à un pays comme le Nigeria, qui est un État fédéral. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, il faut dire que malheureusement, je voudrais embrayer directement sur la question de l'instrumentalisation de la justice, parce que ce serait comme une sorte de redondance que de me remettre à dire ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire que les requêtes sont rejetées, que tous les recours conformes à la loi qui sont initiés par les conseils des militants du MRC sont forcément rejetés, que les militants du MRC aujourd'hui, pour ceux qui sont en prison, sont détenus dans les prisons à Bafoussam, en Konsamba, à Douala, à Yaoundé, en Fou, Yaoundé à la prison centrale, et qu'il y a même un certain nombre qui ont été transférés au mépris des usages pénitentiaires. Ils ont été transférés de la prison de Fou à la prison de Yoko, alors qu'ils ont fait appel de leur décision de condamnation. Ce sont des militants du MRC condamnés à 2 ans et qui étaient à la prison de Fou. Leur affaire doit faire l'objet d'appel parce que leurs conseils ont fait appel, mais on les transfère pratiquement à environ 270 km de Yaoundé, où la voie d'accès pour arriver à Yoko est catastrophique. On met pratiquement 7 heures de temps pour partir de Yaoundé pour Yoko. Et vous comprenez que lorsque l'administration pénitentiaire arrive à transférer des détenus dans ces conditions-là, pour les éloigner du lieu du jugement de leur affaire, c'est quelque part, il y a une forme d'instrumentalisation de la justice qu'on veut aujourd'hui utiliser pour décourager les militants du MRC, pour faire comprendre à ceux qui sont dehors et qui seraient tentés demain d'engager des mouvements de contestation populaire qui seront demeurant des mouvements légitimes. Parce que conforme à la démocratie, on voit dans toutes les démocraties du monde que les gens descendent dans la rue pour faire des revendications. Eh bien, au Cameroun, on veut utiliser ces détenus-là comme un moyen pour décourager ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Et ce n'est pas tout, ça ne concerne pas seulement la discrimination, là, ça ne s'aperçoit pas seulement au niveau du rejet des recours justifiés du MRC, même au niveau de la compétence de certaines juridictions. On constate aujourd'hui que les juridictions militaires sont en train de devenir des juridictions politiques où on défère des compatriotes pour des actes purement politiques, des actes conformes à la démocratie. On arrête quelqu'un. Quand bien même on voudrait le traduire devant un tribunal, ce n'est pas devant un tribunal militaire. Si vous dites à quelqu'un qu'il a participé à une manifestation interdite, la loi au Cameroun prévoit que c'est devant les juridictions de droit commun qu'il doit être déféré, mais ils ont quand même trouvé au sein du régime un moyen d'amener le tribunal militaire à connaître de ces affaires-là, alors que les engagements internationaux du Cameroun interdisent au Cameroun de faire juger les civils par des tribunaux militaires. Donc, c'était une façon de dire qu'en fait, il s'agit d'une grosse stratégie, une grosse mascarade de manipulation de la justice. Parce que ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont détenues. Même aujourd'hui, on voit que dans le cadre ordinaire, dans les affaires purement civiles, une affaire qu'on appelle le référé, on voit bien que même dans ce type d'affaires-là, chaque fois quand ça concerne le MRC, eh bien, les magistrats qui sont en charge du dossier
sont tentés de prendre des positions qui n'ont rien à voir avec ce que la loi a prévu d'appliquer en temps ordinaire. Vous voyez, donc, c'est une grosse cabale, et c'est quand même regrettable que pratiquement plus de 30 ans après l'avènement de la démocratie au Cameroun, qu'on advient à un statut qui nous donne l'impression qu'on est encore dans la phase d'expérimentation de notre démocratie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les détenus du MRC, c'est ce qui s'était passé dans les années 1990. Et quand je regarde beaucoup de pays africains qui ont eu accès à la démocratie, quand je parle de ces pays africains, vous avez vu dernièrement les manifestations au Sénégal. Au moment où nous parlons, vous savez très bien qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui est en prison. Pourtant, ils n'ont pas eu besoin de demander des autorisations pour manifester parce qu'en fait, sur le plan, les engagements internationaux, aujourd'hui c'est devenu un usage. Les usages en matière de démocratie voudraient que la manifestation soit spontanée. La seule chose qu'on peut refuser aux manifestants, c'est de détruire le bien public ou le bien privé. Donc moi je dis, c'est quand même embêtant de voir qu'un pays qui prétend être un pays démocratique est pratiquement en train de rétrograder à plus de 30 ans en arrière. Parce que le combat que les partis politiques vont recommencer à faire aujourd'hui, c'est le combat pour être en droit de manifester librement. Et ce n'est même pas seulement les partis politiques, toutes les organisations de la société civile, les syndicats. Quand vous voyez les gilets jaunes manifester en France, ce ne sont pas des politiques. Mais en fait, le droit de manifestation, c'est un droit qui est fondamental. Ce n'est même pas loin du droit de l'homme. Vous voyez, c'est la conséquence du droit de s'exprimer. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui ne doit pas protester, c'est un peu comme si vous lui dites, si tu n'es pas content, tais-toi, mets-toi une muselière. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai du mal. Il y a des lois qui ont été votées dans les années 1990. Chaque jour, vous allez écouter les plénipotentiaires du RDPC qui chantent les lois du régime en termes d'évolution des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme, alors qu'en fait, voilà, donc si vous regardez dans les faits, c'est totalement le contraire. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le MRC et ses militants qui subissent cela. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 134 militants qui sont en détention depuis les événements du 22 septembre 2020. Il y en a un certain nombre qui ont été libérés. Mais quand vous entendez par exemple dire que quelqu'un est interpellé pour le simple fait qu'on a vu sur lui une carte du militant. Parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas des racontards, c'est vrai, et je peux vous donner les noms avec détails pour ceux qui vont le contester. Quelqu'un est interpellé, il rentre dans un taxi, il y a un contrôle de routine, on lui demande de présenter sa pièce d'identité. Au moment de sortir ton portefeuille pour sortir sa pièce d'identité, l'agent de la force publique qui le contrôle voit qu'il a une carte différente de la carte d'identité, il lui demande de lui montrer la carte, et le gars il dit, ah tiens, il est même militant du MRC. On l'embarque, on le garde en cellule, il passe, ce que je vous dis, ça fait pas 2 semaines que ça s'est passé, il passe pratiquement 5 jours en cellule, et on lui met la pression pour qu'il achète sa remise en liberté, et c'est parce qu'au fil des jours, il n'avait pas d'argent qu'on le libère. Et il y a plusieurs cas comme ça. Des gens, votre employeur vous prend, il vous amène dans un commissariat ou bien dans un lieu de détention. Est-ce que ça ne sont pas de simples abus de la part de certains officiers de police? Non, ce n'est pas de simples abus. Pourquoi? Parce que nous dénonçons régulièrement aux supérieurs hiérarchiques de ces personnes-là. Et figurez-vous qu'il n'y a jamais eu de réaction. Il n'y a jamais eu de réaction conforme à ce que la loi prévoit. Voilà, il y a plein de cas où nous avons d'ailleurs déposé, je ne dirais pas des plaintes, mais nous avons attiré l'attention à la hiérarchie de tous ceux qui se rendent coupables de ce genre d'exaction-là. Il n'y a jamais eu de sanction. Donc, je vais pour finir dire qu'en fait, le régime est en train de mettre sur pied un mécanisme d'intimidation de portée générale. C'est-à-dire que ça ne doit pas concerner seulement les militants du MRC, ça doit aller au-delà des militants du MRC. Même au sein du RDPC, ceux qui seraient tentés demain de contester le leadership de ceux qui se seront imposés au sein du RDPC par la force, ceux-là vont passer par les mêmes mécanismes. Quand vous voyez par exemple un journaliste comme Paul Tchouta, qui est poursuivi pour une affaire où le maximum de la peine d'emprisonnement c'est 6 mois. En juin, il aura fait 2 ans en prison. 2 ans de détention. Mais vous pensez que les magistrats qui connaissent ces affaires-là ne connaissent pas la loi? Ils connaissent très bien. Mais seulement, ils ne sont pas libres. On leur dit, monsieur, c'est vous, vous faites comme ça. Et s'il ne le fait pas, le magistrat ne le fait pas, bon, il y aura des sanctions. Est-ce que dans les cas des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a eu des preuves qui vous ont été opposées sur les cas de projets d'insurrection, de tentatives de rébellion? Est-ce qu'on vous a signifié des éléments matériels prouvant l'implication des militants du MRC dans ces accusations, dans le cas de ces accusations-là? Les preuves, il n'y en a jamais eu. Jamais. Je peux vous assurer qu'il n'y en a jamais eu. Les seuls éléments factuels qu'on retient contre eux, c'est qu'on vous a trouvé sur la voie publique le 22 septembre en train de manifester. Il y en a même certains qui ont été
extirpés de leur domicile, à qui il est reproché d'avoir une intention, qu'on a appris qu'ils avaient l'intention de manifester. Et toutes ces personnes sont logées à la même enseigne, c'est-à-dire que déférées devant le tribunal militaire, on les accuse de haute trahison, de tentative atteinte à la sécurité de l'État. Vraiment des infractions purement imaginaires dont le but est de casser le militantisme. Et je pense qu'au-delà, la question ne doit pas préoccuper seulement le MRC. Je disais tout à l'heure que M. Ndougou, moi je suis fier de voir que je suis en face d'un compatriote, certes qui appartient au parti au pouvoir, mais qui parle dans le sens de l'intérêt national. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui pourrait lui arriver demain, pourrait arriver à tous ceux qui sont dans le RDPC, qui pensent de la même façon que lui. Alors justement, après vous aimeriez avoir la réaction de Maître Moustapha Ngouana. Vous êtes conseiller juridique national au sein du SDF. Quel regard portez-vous sur toutes ces procédures judiciaires engagées depuis 2019 contre des militants politiques, des activistes et certains journalistes, à l'instar de Paul Chouta, dans le cadre de ces procédures? Que pensez-vous de ces procédures-là? En réalité, il y a un message subliminal qu'on envoie dans le microcosme politique camerounais, qu'on envoie aux citoyens camerounais. A dit qu'on voudrait tuer, décourager toute idée de revendication chez les Camerounais. On voudrait que les Camerounais soient tous des quoi, que personne n'ait la force, le courage de faire la moindre revendication, quelle qu'elle soit. Et c'est pourquoi il y a une brutalité particulière dans la répression. Vous voyez que les personnes qui sont même... C'est-à-dire que vous imaginez quand vous êtes seulement soupçonné. C'est-à-dire que vous n'avez même pas commencé à poser les actes préparatoires de l'infraction. Bon, les juristes comprennent de quoi il est question. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans le processus intellectuel qui va mener même à réfléchir sur la possibilité de commettre l'infraction. Mais on va vous prendre chez vous, on dit que les rumeurs courent pour vous voulez marcher. C'est-à-dire, on envoie le message à vos voisins que si vous êtes militant d'un parti X, il vaut mieux que vous vous désolidarisiez de ce parti-là immédiatement. Parce que sinon, vous allez subir le même sort. Encore que lorsque c'est fait, tout le voisinage en parle. Tout le monde en parle autour de vous. Et on sait que vous êtes allé en prison parce que vous êtes militant du MSC. Et personne, ou militant du MSC ou militant du SDF, comme c'est souvent arrivé par le passé. Et dans ce contexte-là, vos voisins, tout le monde autour de vous, commence à se méfier des discussions qui ont trait à la vie politique de la nation. On vous reconnaît plutôt ce que j'aime appeler la liberté de bavardage. Vous pouvez parler des chaussures de Samuel Eto'o, des sujets futiles. Tout le monde on va vous laisser le faire à longueur de journée. Mais lorsque vous voulez vous exprimer sur les questions essentielles qui intéressent la vie de la nation, vous devenez un danger, vous représentez tout ce qu'il y a de mauvais. Alors on peut vous happer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on peut vous happer et on applique sur vous les sanctions les plus inimaginables. Je suis avocat. Nous assistons parfois à des injustices inqualifiables. Vous cédez un fonds de commerce à quelqu'un, vous devez libérer le 30 septembre. Elle revient en janvier, vous dit non, je ne suis plus d'accord avec l'opération. Un gendarme vous arrête, il vous fait 6 jours en prison, alors que vous êtes une femme mariée avec les enfants dont l'âge aussi entre 9 ans et 3 ans. 4 enfants qui sont entre 9 ans et 3 ans. Donc il y a des abus exceptionnels qui sont commis. Au-delà de la sphère politique et autres, les différents acteurs du processus judiciaire, malheureusement, ne rendent pas la justice. On a parfois le sentiment, lorsqu'on a affaire à certains d'entre eux, qui sont des acteurs de l'injustice. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font concourt à la dégénérescence, à la déliquescence de notre justice. Et malheureusement, ça renvoie à une très mauvaise idée de notre pays. Les anglo-saxons disent « Justice must not only be done, it must be seen to be done ». La justice ne doit pas seulement être rendue, mais on doit avoir le sentiment qu'elle a été rendue. Mais malheureusement au Cameroun, on a très souvent et régulièrement le sentiment que la justice n'est pas du tout rendue. Et c'est déplorable. Après vous, Edmond Kamkia, vous êtes journaliste depuis une trentaine d'années. Vous avez observé les mouvements de contestation politique dans les années 90. Vous observez les mouvements nés après l'élection présidentielle de 2018 et les manifestations qui devaient être organisées en septembre 2020 avec des arrestations pour le cas d'Olivier Bibounissac
à sa résidence. Le cas du professeur Alain Foguet devant la résidence du professeur Maurice Kamto tard dans la nuit, alors qu'il venait pour éviter qu'il y ait des échauffourées entre des individus et des forces de l'ordre devant la résidence du professeur Maurice Kamto. Comment expliquer ce maintien en détention de ces personnes et d'autres militants d'une formation politique qui n'ont fait que marcher dans les rues des principales villes du pays? Je voudrais tout simplement dire que ce qui est en train de se passer au Cameroun est grave en matière de violation des libertés et des droits fondamentaux des citoyens, en matière de violation des libertés publiques. Il n'est pas normal que depuis plus de 6 mois, depuis notamment les marches pacifiques du MRC du 22 septembre, que certaines personnes aient été libérées et que beaucoup d'autres, Maître Sikati parlait de 134, soient encore en détention, ne soient pas en liberté comme les autres qui avaient été libérés. Ils sont 134 et le plus grave, c'est que beaucoup parmi ceux qui sont en détention encore n'ont pas marché, ont été interpellés chez eux ou alors ont été interpellés alors qu'elles étaient en mouvement vers la résidence du président Maurice Kamto. Ça, c'est pour le cas du trésorier national du parti, M. Foguet, qui n'a pas marché. Il quittait son domicile pour la résidence du président Maurice Kamto, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des problèmes au niveau de son portail entre les forces de sécurité et d'autres personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc il venait en réalité dans une mission de paix, mais visiblement c'était une embuscade. Il y a le cas de Mitounissa qui n'a pas marché, qui a été arrêté à son domicile. Visiblement, on a l'impression qu'il est considéré comme ayant eu l'intention de marcher alors qu'il n'a jamais marché, comme beaucoup d'autres qui ont été interpellés. Je disais donc que 6 mois après, peut-être même plus de 6 mois, entre septembre et ce jour, c'est pratiquement plus de 6 mois, c'est tout à fait injuste. On ne peut pas libérer certains et garder d'autres. Il y en a, non seulement en Kondengui, mais également dans beaucoup d'autres prisons du pays, à Douala, en Fou, un peu partout ailleurs. Et le fait qu'on fasse bouger, n'est-ce pas, on fasse partie, certains détenus, d'une prison à une autre, parfois sans avoir informé les avocats de la situation de leurs clients. Je trouve que c'est complètement ahurissant, en violation totale du code de procédure pénale. Je voudrais dire tout simplement qu'il est important, quand nous constatons aujourd'hui que le recul des libertés par rapport aux lois de 1990, parce qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été adoptées le 19 décembre 1990, qui ont donné l'impression que le Cameroun entrait vraiment dans une ère de liberté. 30 ans après, on a le sentiment qu'on est retourné 30 ans en arrière. Puis, il y a de nouvelles lois qui sont venues compliquer la situation, faire en sorte que les hommes politiques, les journalistes et les acteurs de la société civile soient considérés comme des terroristes. Je voudrais dire ici que le Cameroun quand même a souscrit à des engagements internationaux. Le Cameroun est partie prenante des accords, traités et conventions qui protègent les droits et libertés individuelles et collectives. Parce que la Constitution même le dit, pour renforcer, n'est-ce pas, ces engagements internationaux pris par le Cameroun, notamment l'article 45, qui dit que les accords, traités et conventions, lorsqu'ils ont été dûment signés et ratifiés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure aux lois. Mais le Cameroun n'applique pas cette disposition-là. Elle n'applique pas ces dispositions qui rentrent totalement dans le droit positif camerounais et doivent être appliquées. Et on se rend compte que si cet article, cette disposition de l'article 45 avait été appliquée, on n'en serait pas là. Je voudrais citer ici, n'est-ce pas, un autre instrument que le Cameroun a signé et ratifié, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment au niveau de l'article 9. Je vais citer le paragraphe 1er et le paragraphe 3. D'abord, le paragraphe 1er qui dit que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Je voudrais juste un peu commenter cette disposition pour dire que non seulement beaucoup de Camerounais sont arrêtés, sont mis en détention de façon arbitraire, mais ces arrestations et détentions ne sont pas conformes à la procédure prévue par la loi. Je vais également lire le paragraphe 3 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dit ceci: tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. Fin de citation. Si je dois commenter ce paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je dois dire non seulement que ces personnes qui sont arrêtées et détenues ne sont presque jamais traduites en justice dans un court délai, ces personnes ne sont même jamais jugées, ou alors leurs affaires font en sorte que ces personnes se retrouvent encore en détention alors que le maximum de leur peine est déjà épuisé. Et l'illustration, c'est avec Paul Tuta, qui a déjà passé près de 2 ans et qui voit de multiples renvois alors qu'il n'a jamais été jugé et condamné de son procès jusqu'à aujourd'hui. Et après vous, Edmond Kamgia, Raphaël, en quelques mots, dans ce contexte politique, avec ces multiples arrestations des militants, activistes et certains journalistes, comment peut-on aller vers une décrispation de la crise politique au Cameroun? Que faut-il faire lorsqu'il y a des centaines de Camerounais en prison pour avoir manifesté une opinion politique, privés de leur famille, privés de leur travail et détenus dans des conditions difficiles? Que faut-il faire? Monsieur Noufele, il y a un fantôme au cimetière d'un volé qui avait dit à un vivant que hier, j'étais comme toi, demain, tu seras comme moi. Les Camerounais ont longtemps demandé qu'on humanise nos prisons. Les Camerounais ont longtemps dit qu'il fallait une certaine célérité sur le traitement des dossiers judiciaires. Parce que les Camerounais ont constaté qu'il y avait plus de prévenus que de condamnés dans les prisons. Aujourd'hui, il y a des personnalités qui avaient la possibilité de régler ça au plus haut sommet, qui sont incarcérées. Tout à fait. Et qui demandent aujourd'hui, bien évidemment, comment vous appelez ça, quand ils sont malades, il faut les évacuer. On a demandé à ce que le plateau technique dans les hôpitaux soit bien rénové afin qu'on puisse se soigner ici. J'ai envie de demander, de supplier le président Biya d'évacuer M. Mendozé. Pourquoi je le dis? Parce que M. Mendozé était un de ses fidèles. Aujourd'hui, il est très malade. Parlons maintenant des jeunes gens qui sont emprisonnés. S'ils ont manifesté parce qu'ils voulaient contester l'élection, bien évidemment, l'élection est terminée. Je voudrais également dire à mon président national du RDPC, au président de la République, que ces jeunes n'ont plus rien à faire en prison. Il doit les libérer. Parce qu'il était un homme de paix. Il avait pardonné ceux qui avaient voulu intenter sa vie en 84. Il travaille avec eux jusqu'à aujourd'hui, avec certains qui ont été soupçonnés d'avoir participé à cette affaire-là. Donc je pense que, monsieur le président, vous qui êtes un homme de paix, vous qui êtes un homme de pardon, demandez l'arrêt des poursuites pour ces jeunes Camerounais qui ont voulu manifester. Et donc, vous serez davantage un homme de paix. Le peuple camerounais retiendra que vous avez libéré, après les élections, ces jeunes Camerounais. Vous avez demandé l'arrêt des poursuites. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kamgia et Raphaël Ndungu, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Maître Moustapha Ngwana et Maître Désiré Sikati, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision.